Les idées vous arrivent parfois dans des moments inattendus. Pour cette fois, c'est après 10 minutes d'un jeu lancé sans conviction vers 2 heures du matin que l'idée de ce vidéogramme m'est venue. Alors que je cherchais désespérément à tromper l'ennui typique de certaines insomnies, c'est finalement une avalanche de révélations qui m'a assailli en plein cœur de la nuit. Me voilà à noter de façon compulsive les exemples qui se bousculent dans ma tête pour venir honorer cet instant Eureka. Dans ces rares moments, vous avez le sentiment que la vidéo s'écrit toute seule, que vous venez de mettre la main sur une des pièces manquantes à votre puzzle personnel. Il arrive souvent qu'on aime des œuvres, mais sans qu'on sache véritablement pourquoi elles nous touchent à ce point. Et il est étrangement satisfaisant de mettre enfin le doigt sur une notion commune à nombre de choses que vous aimez, de saisir enfin un infime fragment de l'énigme que constitue votre amour pour l'art et la fascination. Le jeu qui m'a offert cette révélation n'est autre que Minit. Cela faisait longtemps que ce jeu était dans ma bibliothèque, mais je n'avais jamais pris le temps de le lancer. Je l'avais pris parce que son concept m'avait attiré. Minit est un clin d'œil à la prononciation anglaise du mot minute, et il est plus que structurel, car c'est exactement le temps dont vous disposez pour explorer le jeu, avant que votre personnage ne meure et ne réapparaisse à son point de départ. Il ne m'a fallu qu'une petite heure de jeu pour saisir tout le génie derrière ce concept, et toute la valeur qu'il donnait à une expérience somme toute classique. Dans Minit, vous devez simplement trouver des objets qui vous permettront d'avancer dans de nouvelles zones. Il vous faut donc partir dans toutes les directions vers l'inconnu. Mais comme vous n'avez ici qu'une minute pour le faire, chaque balade devient une expédition commando qui vous stresse et fait naître un enjeu inattendu. Ce qui dans tout autre jeu ne serait qu'un simple déplacement, cela devient ici un défi. La chose la plus banale devient urgente, la moindre erreur peut s'avérer fatale, et étrangement, tout devient précieux. C'est alors que j'ai été heurté de plein fouet par quelque chose de très contre-intuitif à première vue. En m'enlevant quelque chose, le jeu m'a offert 1000 fois plus. Et c'est ainsi qu'est né cet éloge de la soustraction. Afin d'ordonner mes idées, j'ai fabriqué une sorte de diagramme pour tenter de visualiser ce que j'entends par cette notion de soustraction, qui, vous allez le voir, est très personnelle et relative. C'est une sorte de roue qui, à l'extrémité de ses rayons, comporterait toutes les promesses relatives à un jeu vidéo, qui chercherait à pousser au maximum quasiment toutes les expériences possibles dans ce médium. Si je vous liste toutes ces données à la suite, voici ce que donnerait un jeu dont tous les curseurs seraient sur la roue. Ce serait un jeu proposant une simulation ultra réaliste, un but clair et affiché, un monde qui nous est révélé dès le départ, une explication limpide et circonstanciée de toutes les mécaniques du jeu, un accès complet et limpide à tous les pans de l'histoire, doté d'une rejouabilité infinie, dont les visuels seraient lisibles et où tout serait cohérent et accessible à tous. Comme on s'en doute, un tel jeu n'existe pas vraiment, mais on reconnaît tout de même dans ses promesses des paramètres que l'industrie essaye souvent de repousser dans ses limites pour attirer ou garder les joueurs, et c'est souvent pour le mieux. Il y a même des titres qui ne sont pas loin de former une roue parfaite, tant la profondeur de leur univers et des mécaniques proposées est importante. Et ce qui va nous intéresser ici, ce sont plutôt les choix artistiques qui tentent de ramener un ou plusieurs paramètres vers le centre de la roue. Plus on déplace un curseur imaginaire sur un des rayons, en direction d'un point zéro, plus on soustrait à cette expérience normée et maximale la présence de certains éléments. Un peu comme le temps qu'on nous retire dans Minit. Si cette approche m'a autant intéressé, c'est parce que je suis personnellement en recherche de radicalité dans le jeu vidéo. C'est un mot empreint de connotations négatives, mais en termes de création, j'y vois plutôt la capacité à tester des concepts forts, qui n'ont pas peur de contrevenir aux règles classiques et qui vont chercher une forme d'audace, d'originalité ou d'innovation. C'est à double tranchant car l'expérience peut alors déplaire ou s'enfermer dans une posture, mais elle peut aussi marquer fortement quiconque aura accepté la proposition. Comme souvent, plus on s'éloigne du jeu AAA et plus on se rapproche des créateurs indépendants, plus cette radicalité se révèle. Elle est à la fois le signe d'une forme de liberté, mais aussi d'énergie du désespoir, puisqu'on a moins à perdre qu'un gros studio et qu'on doit se faire repérer. Le manque de moyens se compense en latitude supplémentaire pour essayer des idées novatrices, pour tester des concepts forts. Ce diagramme, incomplet et imparfait, n'a aucune visée scientifique. Ce que j'essaie de faire ici, c'est plutôt de créer une sorte de machine à idées, en me mettant dans la peau de quelqu'un qui souhaiterait créer un jeu vidéo aux propriétés justement radicales. Cette cartographie pourrait permettre de trouver des idées inattendues,
qui pourrait jouer sur le contre-pied. Le désir naît souvent d'une part de frustration, liée à quelque chose qui nous est d'abord inaccessible. Et en termes de game design et d'univers fictionnel, cela peut s'appliquer de façon beaucoup plus concrète et prolongée. Et c'est un principe qui, s'il est bien appliqué, peut rendre une œuvre unique. Dans notre diagramme, Minit se placerait sur le rayon relatif à la rejouabilité. À l'extrémité de celui-ci, nous aurions un jeu qui proposerait des moyens de jouer virtuellement toute sa vie sans se lasser. On se voit offrir beaucoup de solutions qui visent à rallonger le temps de vie d'un jeu. On pense bien sûr aux contenus additionnels et autres New Game Plus qui viennent maintenir en vie une œuvre existante. Mais on trouve aussi des jeux à la rejouabilité potentielle infinie lorsqu'ils utilisent par exemple de la génération procédurale. Il y a aussi les expériences multijoueurs qui apportent sans cesse du nouveau, ne serait-ce que par les joueurs qui se renouvellent à chaque fois. On essaye souvent de nous proposer des boucles de gameplay qui ne sont pas interrompues et dans lesquelles on pourrait se perdre pendant des heures avec délectation. Ici, Minit prend le contre-pied total de cette tendance, pour justement ne nous laisser qu'une minute de jeu, ce qui est contre-intuitif pour un jeu d'exploration et d'aventure. Là où d'ordinaire, un jeu vous invite à jouir sans contrainte, Minit vous prive de cette liberté. On est dans une forme extrêmement radicale de carpe diem, qui donne une grande valeur à votre temps de jeu. Comme dans la vie, l'horizon funeste assuré de votre avatar vous force à faire des choix simples et affirmés, et à vous y tenir. Dans ce cadre, chaque découverte vous procure un plaisir décuplé, et mieux encore, votre mort systématique dédramatise tout, et vous invite à faire de ce trépas un outil. Un bouton vous permet même de provoquer votre décès immédiat. On nous a donc soustrait un élément des boucles de gameplay traditionnelles pour créer de nouveaux enjeux, une nouvelle façon d'aborder le monde qu'on nous donne à voir. Majora's Mask, en son temps, avait déjà pavé la route à ce genre de mécanique, avec son monde qui prend fin au bout de 3 jours. Outer Wilds est l'un des derniers exemples mémorables de ce principe, avec son soleil qui explose quoi qu'il arrive toutes les 22 minutes. Là où Minit optait pour un laps de temps très court, ici la mécanique prend un tour certes moins contraignant, mais bien plus mélancolique et mystique. Peut-être qu'assister à la fin d'une galaxie est plus lourd de sens eu égard à notre condition humaine, mais il m'est arrivé comme beaucoup de me poser plusieurs fois pour regarder le soleil exploser sur une musique doucement triste. Ces moments inoubliables sont uniquement dus au fait que votre partie a une fin que vous devez subir. Et c'est sans surprise cette frustration qui vous donne envie de relancer de nouvelles explorations. Il y a plusieurs variantes qui jouent avec la question du temps de jeu de façon encore plus extrême. J'ai par exemple en tête la question du permadeath, c'est-à-dire la disparition permanente de votre personnage s'il vient à mourir lors d'une partie. La plupart des jeux vidéo permettent une régénération automatique de votre avatar, offrent des sauvegardes, des checkpoints et tout un tas de subterfuges qui permettent de continuer à jouer. Rogue Legacy avait même trouvé cette idée fantastique qui consiste à vous faire jouer à chaque nouvelle partie l'un des descendants de votre précédent personnage. C'est donc particulièrement audacieux de soustraire ce pilier assez structurel qu'est la rejouabilité, et à travers elle, l'ampleur de temps de jeu que le titre renferme. Avec le permadeath, votre personnage prend soudain une valeur particulière, puisque vous le savez désormais mortel. De mémoire récente, c'est Darkest Dungeon qui avait remis en lumière cette mécanique, mais elle est présente depuis longtemps dans certains jeux. C'est ici un mélange de grande frustration et de satisfaction que de s'attacher à un personnage et de le perdre à jamais. En leur temps, les Tamagotchi étaient déjà pourvus de ce genre de mécanique. En effet, ces compagnons de poche virtuels offraient déjà la possibilité de voir votre créature mourir, si vous ne vous en occupiez pas convenablement. Si on voulait pousser encore plus loin l'effet permadeath en minimisant cette rejouabilité, on pourrait imaginer un jeu à partie unique, où ce serait en quelque sorte le jeu lui-même qui disparaîtrait de façon permanente en cas de défaite. Lancer une partie serait donc un événement, un moment qu'on se réserve et qui doit être vécu sans perdre la moindre miette, en calculant tous les risques. Il faudrait carrément racheter le jeu, qui devra avoir un prix dérisoire, pour tenter une nouvelle fois sa chance. Les contraintes de temps et de rejouabilité pourraient prendre de multiples formes. Un jeu auquel on ne pourrait jouer que la nuit, un titre qui ne serait accessible qu'un unique jour par an. Même si j'ai bien conscience que beaucoup de ces idées ne risquent pas de voir le jour, elles méritent malgré tout d'être fantasmées. L'éphémère dans un jeu est particulièrement fascinant quand il contient une dimension multijoueur. On avait pu voir ce principe à l'œuvre avec l'application Curiosity What's Inside the Cube, et plus tard avec la Pixel War, deux jeux où le monde entier pouvait participer.
Les deux concepts sont très proches puisqu'ils consistent à dessiner des formes en cliquant sur des pixels tout en prenant le risque qu'elles soient effacées ou recouvertes par quelqu'un d'autre à tout moment. Se mettent alors en place des émotions très particulières qui rendent chaque moment excitant et précieux puisqu'il est sur le point de disparaître. Il y a un jeu récent qui a joué sur un concept presque inverse. Il se nomme The Longing et sa proposition est plus qu'inhabituelle. Vous incarnez ce que le roi de ce monde nomme une ombre, et ce dernier vous charge d'une mission, garder les lieux pendant son sommeil. Au bout de 400 jours, il vous faudra donc tirer le monarque de son royal sommeil. Sauf qu'ici, les 400 jours ne sont pas une tournure poétique pour jouer la carte du conte, mais bien 400 vraies journées de 24 heures qui s'égrènent en temps réel. Le plus étrange étant qu'en apparence, vous n'avez au départ pas grand-chose à faire, sinon attendre. Cela pose en creux la question du but du jeu lui-même, mais ce qui va nous intéresser pour l'instant est une zone du jeu appelée Halls of Eternity, les Halles de l'éternité. C'est un endroit qui m'a vraiment questionné et qui touche justement à cette notion du temps. Pour bien comprendre le piège que cet endroit vous tend, il me faut d'abord vous partager le contexte dans lequel je l'ai découvert. The Longing est un jeu extrêmement lent, où de surcroît vous ne pouvez pas courir. Le labyrinthe que vous explorez est immense et dépourvu de toute forme de vie. Sans vraiment exagérer, l'action la plus exaltante consiste à ramasser un livre par terre. Il n'y a pas d'ennemi ni de challenge quelconque à première vue. De plus, le jeu nous partage les pensées du protagoniste et elles sont toutes teintées d'ennui, de solitude et de désespoir, pointant vers l'absurde de cette attente à ne rien faire. Après des heures d'exploration méticuleuse et méthodique, j'arrive dans les tréfonds du jeu. Il faut savoir que malgré quelques environnements architecturaux qu'on doit à la civilisation qui a vécu ici, on évolue principalement dans des boyaux austères, faits de terre ou de roche. Cette mise en condition fait que lorsque tout au fond du jeu, on découvre ces Halls of Eternity, on a le sentiment d'arriver dans un lieu secret et unique, tant il est bien caché. Les lieux sont immaculés et une musique mystique, lugubre et solennelle se lance alors que le bruit de vos pas résonne fortement. Et puis il y a ce nom, Halls of Eternity, qui laisse entendre que la nature des lieux est presque divine. Je ne le remarque pas tout de suite, mais dès qu'on passe la porte, le compteur juste au-dessus de nous s'arrête, pour ne se relancer que lorsqu'on ressort. Cela met donc en pause le seul but que le jeu nous propose officiellement, à savoir passer littéralement le temps. D'ailleurs, ce compteur continue à tourner lorsque vous quittez le jeu. Ainsi, vous pouvez virtuellement lancer le jeu une première fois, le fermer, attendre 400 jours et le rouvrir pour voir le roi se réveiller. Ce concept est valable partout dans le jeu, sauf donc dans les Halles de l'éternité. Par ce détail qui n'est jamais dit, on comprend maintenant pourquoi l'endroit a gagné ce surnom. En entrant, je poursuis dans mon sens de marche et je me dirige vers la droite, attendant de trouver une porte ou un objet de valeur. D'ordinaire, dans The Longing, les tronçons que vous explorez sont relativement courts. Ainsi, au bout d'1 minute de marche, je commence à me demander si le nom du lieu n'est pas lié à sa taille, c'est-à-dire à sa potentielle absence de fin. Seulement voilà, soudain je tombe sur un objet. Je le ramasse et je continue, motivé par cette récompense. Et après 2 ou 3 objets ramassés, un panneau s'affiche, m'avertissant que je ferais mieux de faire demi-tour. Est-ce que j'écoute le jeu ou bien dois-je continuer ? S'il y a un objet après ce panneau, alors le jeu me ment peut-être. Et c'est bien évidemment le cas. Encore des objets, et encore un panneau me disant que ce lieu est probablement infini. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à perdre pied, et à entrer dans une sorte de méta-jeu étrange, où j'essaye maintenant de voir jusqu'où le jeu peut aller. Ont-ils vraiment implémenté un niveau infini ? Ou au contraire, y a-t-il une récompense pour les gens qui iront au-delà de la raison ? D'ailleurs, un panneau à l'entrée du lieu avertit que seuls les idiots tenteront d'atteindre la fin d'un endroit qui porte éternité dans son nom. Mais vu l'ironie présente dans l'écriture globale du jeu et les pensées de notre ombre, ce message a plutôt sonné pour moi comme une invitation à désobéir. Et j'ai donc essayé d'en avoir le cœur net. Petit fait amusant, à ce moment-là du jeu, j'ignore qu'en double-cliquant dans une direction des fameuses halles, mon personnage marchera sans s'arrêter. Quand on le fait partout ailleurs dans le jeu, le personnage se rend à l'endroit où l'on a double-cliqué, puis s'arrête. J'ai donc automatisé la marche avec un couteau lesté d'un grand verre pour maintenir une pression constante sur la touche directionnelle. J'avais la sensation de faire une sorte d'expérience. Je pouvais regarder le jeu jouer seul et prendre une forme de recul sur ce qui était en train de se passer. Même s'il y a une part de ridicule dans mon entreprise, puisqu'elle était inutile, à ce moment-là, je vivais vraiment une expérience unique. J'avance ainsi pendant au moins 1 heure,
et je ne tombe plus que sur des feuilles de papier très espacées. Je pars même faire autre chose pendant que mon personnage avance dans l'éternité. À mesure qu'il avance, je suis assailli de questions et de doutes quant à la pertinence de continuer, et je décide d'aller voir si des gens ont déjà entrepris cette quête et jusqu'où. Avant de me spoiler complètement, je vais d'abord consulter le wiki du jeu, et c'est là que je découvre les caractéristiques cachées évoquées plus tôt. Mais le wiki n'est pas clair sur l'existence d'une sortie ou d'une fin à ce couloir. C'est alors que je tombe sur un subreddit fascinant où des joueurs traitent de cette question précise. Si vous êtes familier avec la Maison des Feuilles et ses concepts, ce fil vous rappellera l'exploration du Navidson Record. Le post originel du thread est en lui-même fascinant, puisque le redditeur demande d'abord jusqu'où des gens sont allés pour finalement éditer lui-même 3 fois son message afin de raconter sa propre avancée depuis son post initial. On dirait un transcript d'une exploration des backrooms. On parle même d'un joueur qui a collecté 100 feuilles de papier sans trouver de sortie. D'autres racontent que le jeu se met à bugger au bout d'un certain nombre d'heures. Toutes ces émotions inhabituelles et mémorables que The Longing m'a offertes tiennent quasiment à chaque fois de choses que le jeu nous soustrait. Il semble aller à contre-pied de tous les principes ludiques et pourtant il m'a fasciné, touché et questionné sur bien des aspects. En prenant la dimension de l'ennui comme un point de départ de son jeu, il l'a rendu étrangement assez motivant. Sans aucun doute le jeu qui m'a le plus questionné sur mon rapport au temps, dans le jeu d'abord, mais aussi dans la vie. Le jeu vidéo, dans son versant le plus indépendant, offre souvent des moments qui tiennent plus de l'expérience que du jeu à proprement parler. C'est notamment le cas pour le titre Prison et son concept d'enfermement volontaire. Vous commencez dans une grande pièce sombre et devant vous se trouvent 3 portes. Celle de gauche est ouverte et les 2 autres sont fermées. Elles sont affublées d'un compteur qui égrène des milliers de secondes. Sur celle tout à gauche, vous pouvez régler un minuteur sur un temps allant de 10 secondes à 1 minute. Une fois que c'est fait, vous entrez dans votre cellule et la porte claque derrière vous. Vous attendez simplement que la porte se rouvre d'elle-même à la fin du temps que vous avez vous-même programmé. Attendre ne serait-ce qu'1 minute dans ce lieu exigu où vous n'avez rien à faire fait très vite naître la frustration, alors même que le temps est très court et que vous êtes dans un jeu. Puis vous ressortez de votre cellule et vous regardez à nouveau les compteurs à côté de vous, réalisant qu'ils vont durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Cela vous donne, même de façon abstraite, la dimension immensément angoissante d'un enfermement prolongé. Dans ce titre, le temps est ici la matière qu'on interroge en plaçant le joueur dans une posture d'ennui et de frustration, d'autant plus grande qu'on l'expérimente sur un médium généralement tourné vers l'entertainment. Sur notre diagramme de création, on pourrait maintenant se tourner vers le rayon des mécaniques, et notamment sur la façon dont elles sont ou non expliquées. Cela peut paraître anodin sur le papier, mais là encore, on peut bâtir tout un gameplay autour de cette question. La plupart des jeux visent à offrir aux joueurs toutes les clés relatives aux mécaniques de gameplay, afin qu'ils puissent exploiter au maximum l'expérience qu'on lui propose. Cela passe souvent par une phase tutoriel de départ pour les mécaniques de base, et si une nouvelle mécanique vient à entrer en jeu, on nous l'explique au moins une fois lorsqu'elle se présente. Mais il existe bien évidemment un dosage entre ce qu'on révèle au joueur ou pas, pour lui laisser une part de liberté et de découverte. Un bon exemple, je trouve, est le jeu Magic the Gathering, et notamment sa version en ligne nommée Arena. Alors que le jeu regorge de règles, de mécaniques et de cas particuliers, la version en ligne est limpide. Dès que vous survolez une carte, on vous indique tout ce que vous avez à savoir. Les cartes jouables sont en surbrillance, etc. Toutes les règles et leurs subtilités vous sont révélées au bon endroit et au bon moment. Et c'est un tour de force pour un jeu aussi complexe, composé d'un millefeuille de règles et de milliers d'exceptions. Mais malgré toutes ces explications, le jeu ne vous révèle pas les synergies et les combos qui existent entre les cartes, et qui peuvent offrir des mécaniques de jeu sans cesse émergentes et renouvelables, où se cache la véritable puissance du jeu. D'autant plus que de nouvelles cartes sont sans cesse créées. Le jeu vous révèle donc toutes ces mécaniques, mais pas la véritable magie capable de les animer. Donc si en termes d'explication tutorielle, Magic est tout au bout du rayon à première vue, il y a une part essentielle du jeu qui est cachée et qui, elle, permet quasiment tous les possibles, y compris parfois des choses que les concepteurs n'ont pas mesurées. Certaines cartes Magic sont d'ailleurs interdites en tournoi dès lors qu'on identifie un effet qui peut casser le jeu ou déséquilibrer les parties. Il y a des titres qui ont misé sur un pari inverse, à savoir cacher des mécaniques importantes, sans même jamais les expliquer. Évidemment, la saga des Souls regorge d'exemples de ce type, mais pour en avoir déjà beaucoup parlé, je m'arrêterai simplement sur l'idée saugrenue et fantastique que
que constitue la tendance des mondes dans le jeu Demon's Souls, le tout premier titre à avoir fait découvrir la vision de Miyazaki. C'est une sorte de jauge cachée qui peut tendre soit vers le blanc, soit vers le noir, et dont le curseur se positionne en fonction de vos actions. Selon que votre tendance tirera vers le pur noir ou le pur blanc, certaines zones secrètes vous seront ou non accessibles, certains spectres belliqueux pourront vous apparaître. Il est donc virtuellement impossible d'accéder à l'intégralité du jeu en une seule partie, puisque vous allez fatalement pencher vers une tendance au détriment d'une autre. Par exemple, si vous sautez dans le vide en boucle, volontairement, vous allez assombrir votre tendance, et ainsi voir votre jauge de vie légèrement diminuer, ou encore affronter des ennemis à la difficulté renforcée. Le jeu en échange vous offrira de meilleures récompenses. A l'inverse, quand vous battez un boss, vous revenez vers le blanc. Chaque tendance possède ses avantages et ses inconvénients, mais comme le jeu ne vous explique pas clairement comment fonctionne ce mécanisme, deux personnes qui jouent au même jeu pourront avoir des expériences très différentes. Je me suis d'ailleurs longtemps demandé de quelles informations disposaient les toutes premières personnes à avoir joué au jeu à sa sortie sur PS3. J'entends bien sûr quelqu'un qui n'aurait pas été sur les forums et qui aurait simplement décidé de lancer le jeu sans plus d'informations. Pour savoir cela, j'ai fouillé sur internet pour trouver ce qui figurait à ce sujet dans le livret originel. S'il y a eu un guide officiel qui est sorti assez vite après la sortie du jeu et qui explique en profondeur toutes ces mécaniques obscures, dans le livret originel, on trouve uniquement un tutoriel illustré, une explication du menu et des touches et quelques conseils de base, mais absolument rien sur la tendance des mondes ni sur les multiples secrets mécaniques dont regorge le jeu. Ainsi, il y a bien eu des joueurs qui au tout début ont exploré ce jeu sans disposer d'aucune aide en ligne, et qui ont pu vivre l'expérience la plus pure et innocente d'un Souls, sans encore en connaître l'incroyable recette. Cacher des mécaniques est risqué en termes de game design, car cela peut créer chez les joueurs une forme de frustration due au manque d'informations. Mais c'est aussi une clé vers le mystère et la quête de sens. On reparlera juste après des livrets qu'on pouvait trouver dans les boîtes de jeux d'alors, mais juste avant, il nous faut évoquer le cas de The Witness. La compréhension des mécaniques est au cœur de ce magistral jeu d'énigmes. Ici, pas de tutoriel. Vous êtes lâché sur une île étrange qui rappelle les jeux Myst et où vous devrez résoudre un grand nombre de puzzles pour espérer avancer dans de nouvelles zones et peut-être comprendre pourquoi les seules figures humaines que vous croisez sont pétrifiées. Le gameplay vous est expliqué par le tout premier puzzle. Il faut simplement déplacer un rond d'un point à un autre pour résoudre le puzzle, ce qui vous débloque soit le panneau suivant, soit une nouvelle zone si vous étiez sur l'ultime panneau. Ce qui est fantastique, c'est que chaque nouveau panneau se résout à la fois avec la connaissance que vous avez acquise grâce aux précédentes énigmes, mais aussi et surtout par votre capacité à les remettre en cause ou à les dépasser. Il est frustrant de ne pas pouvoir vous en dire plus, tant c'est un jeu qui marche sur la découverte de ses concepts et sur l'émerveillement qui en découle. Sachez simplement que très vite, le jeu vous pousse à sortir du cercle et offre des moments qui vous feront voir autrement la réalité qui vous entoure. Et bien que les énigmes tiennent presque du sport cérébral parfois, et sont donc en soi assez arides sur le papier, elles sont mises en scène d'une façon qui vous laissera le souffle coupé. Le jeu n'explique aucune règle puisqu'elle change sans arrêt, et que tout l'intérêt du jeu est votre capacité à les déduire grâce à l'observation. S'il y avait eu le moindre tuto ou autre fenêtre de texte à chaque nouvelle énigme, le jeu aurait perdu une grande partie de son mystère. La complexité globale revêt un côté intimidant, voire décourageant, mais la récompense est telle qu'il faut louer cette confiance qui est faite aux joueurs. Cela suppose de ne rien laisser au hasard et de faire un jeu presque parfait, mais The Witness est en cela un tour de force. Un mot enfin sur Tunic, un jeu fantastique sous bien des aspects, et notamment sur la façon qu'il a de gérer les secrets et les mystères dissimulés dans son univers. Mais en termes d'explication des mécaniques, le jeu a opté pour une solution aussi remarquable que méta, à savoir un livret de jeu, au point que la découverte et le déchiffrage de ces pages a été l'un de mes meilleurs souvenirs. En effet, en explorant cette terre mystérieuse, vous allez pouvoir collecter les 56 pages qui composent ce manuel. Et cette idée est une véritable merveille, car au-delà du plaisir de l'exploration et de la traque de ces trésors, le créateur du jeu a su rajouter une véritable couche de mystère dans cet objet. Si je parlais plutôt d'un objet méta, c'est déjà parce que la direction artistique du guide, de ce jeu pourtant récent, convoque l'esthétique d'un jeu PS1, à l'époque où les manuels étaient remplis de lore et d'explications sur les mécaniques et sur l'univers qu'on parcourt. Dans Tunic, selon l'ordre dans lequel vous trouverez les pages, vous n'aurez pas la même expérience du jeu.
Certaines pages vous livrent des éléments très concrets, comme l'explication des touches et des commandes, mais aussi des éléments de votre menu ou de votre interface utilisateur, qui au tout début, sans ces explications, vous apparaissent majoritairement très obscurs. On vous y explique comment monter en niveau, comment sauvegarder et tout un tas d'autres choses qui semblent basiques, mais qui, tant qu'elles ne vous sont pas expliquées, peuvent presque vous décourager. Je me souviens d'avoir tenté le jeu une première fois et d'avoir abandonné pour une raison liée à une action basique. Et c'est un ami à qui j'ai confié mon malheur qui m'a expliqué qu'en appuyant sur telle touche devant tel élément du décor, on pouvait réaliser cette fameuse action. Fort de cette information, j'ai relancé le jeu et j'ai pu me plonger à fond dans l'expérience. Je n'avais tout simplement pas trouvé la bonne page de manuel, ou peut-être l'avais-je mal lu, mais cela avait suffi à me faire abandonner. Je n'avais pas encore vraiment saisi l'esprit du titre et à quel point il avait fait de la dissimulation de ses multiples mécaniques l'un de ses trésors. Dans ce cadre, le manuel est particulièrement bien pensé, puisque lui-même regorge de secrets et de détails étranges. Hormis les touches, les menus et les interfaces, le manuel révèle de magnifiques portions de cartes qui nous donnent une nouvelle vision de terrain qu'on a déjà moult fois parcouru, mais qui aussi nous mettent sur la piste de certains secrets, cachés dans des zones précises. Le manuel est même indispensable pour accéder à certaines zones. Mais le détail que je préfère, et qui rajoute encore à ce côté méta, c'est la présence sur le manuel d'inscriptions faites au stylo bic, par une personne qui aurait joué avant nous. Cela nous mettra d'ailleurs sur la piste de certains secrets. Ainsi, l'ajout de ce manuel ne s'est pas contenté d'éveiller la fibre nostalgique de certains joueurs, mais il offre une couche de gameplay supplémentaire par sa simple lecture. Tunic nous fait presque regretter cette époque où les livrets de jeux étaient de petites bibles à part entière, mais la façon que le jeu a eu de le rendre si essentiel fait que chaque page qui nous est soustraite devient un véritable objet de convoitise, pour finir par devenir l'un des fondements sur lesquels le jeu s'appuie. Vous aurez sans doute remarqué qu'une bonne partie de ces textes est écrite dans une langue inconnue, mais de cela, nous reparlerons bien plus tard. Il y aurait enfin des choses à dire sur les situations de gameplay émergents, c'est-à-dire des moments où les joueurs utilisent le moteur du jeu, et donc quelque part ses règles physiques, pour faire des choses qui n'étaient pas prévues par les équipes de développement. Dès lors qu'on laisse un peu de liberté créative aux joueurs, il se produit souvent des imprévus. Les plus flamboyants exemples sont sans doute à trouver du côté des 2 derniers Zelda, qui ont permis des choses que Nintendo n'avait sans doute pas mesurées. L'idée qu'il existe des jeux si permissifs qu'on peut presque créer des jeux dans un jeu est fascinante, et on peut toujours faire confiance aux esprits créatifs pour imaginer le pire et le meilleur dans ces situations. J'aimerais finir cette section par un jeu très spécial, qui base tout son intérêt sur l'immense incompréhension de départ. C'est à nouveau un pari très risqué, car j'ai abandonné le jeu plusieurs fois après avoir essayé de lancer une partie. La raison est très simple, rien ne vous est expliqué. C'est rempli de panneaux de commandes au look extraterrestre, et le terrain de jeu est une sorte de relevé topographique d'une planète rocheuse. Sans trop vous en révéler, le titre vous met sur la piste. Il se nomme Mu Cartographeur, et vous comprenez donc que votre mission sera de cartographier une zone. Quant au nom Mu, il fait référence à un soi-disant continent enseveli de type Atlantide. Cartographier un continent perdu, il ne m'en a pas fallu beaucoup plus pour me lancer dans l'aventure. Seulement voilà, une fois le jeu lancé, c'est la douche froide. Non pas que le jeu est laid ou mauvais, mais pendant de longues minutes, je tente de manipuler tout ce que je peux sans absolument rien comprendre à la logique. Le jeu est pourtant terriblement bien fait, car cette difficulté donne tout son sel à cette exploration mystique. Et peu à peu j'avance tant bien que mal, réussissant même à mettre au jour les structures tant convoitées. Mais le pire dans l'histoire, c'est que je reste à ce jour absolument incapable de vous retranscrire comment j'ai réussi. J'ai beau l'avoir fait 2 fois, le jeu garde encore tout son mystère. Il nous met dans la posture d'un voyageur qui tente de faire marcher une machine d'un autre monde, et cela n'a été possible que grâce à une complexité assumée et une absence totale du moindre tutoriel. Lorsqu'on lance un jeu, l'une des premières questions qui nous vient en tête est de savoir quel en est le but. La plupart des jeux vidéo en sont pourvus, même s'ils sont souvent très simplistes. Finir le jeu, vaincre un adversaire, trouver un trésor, terminer avec le plus de points. Donc tout au bout de notre rayon, nous aurions un jeu avec un but parfaitement clair et gratifiant, et des mécaniques qui serviraient à la réalisation de cet objectif. Mais dans cette idée de but, j'aimerais y accoler d'autres notions, qui pour moi gravitent autour comme le sens du jeu, ou ce qu'on y fait, mais aussi la façon qu'un jeu peut avoir de nous tromper sur celui-ci, en jouant par exemple sur le contre-pied, l'absurde, etc. C'est certes un peu fourre-tout, mais c'est une catégorie qui nous permet de parler des jeux qui tiennent plus de l'expérience, du jouet ou de l'œuvre d'art
que du pur jeu vidéo. On pourrait à ce titre citer le jeu Desert Bus, créé par les deux illusionnistes Penn & Teller. Le jeu fut créé à la base pour faire un pied de nez aux ligues de vertus américaines qui fustigeaient la violence dans les jeux vidéo. Les deux magiciens ont alors entrepris de créer un jeu parfaitement sain, qui collerait le plus possible à la banalité du réel. En l'occurrence, vous devez simplement conduire un bus pendant 8 heures véritables pour effectuer le trajet Las Vegas-Tucson. Votre seule intervention consiste à remettre constamment dans l'axe votre véhicule qui penche très légèrement vers la droite. Il ne se passe absolument rien pendant ce monotone trajet, sinon un unique événement qui dans ce contexte est d'une rare violence puisqu'un moustique s'écrase sur votre pare-brise une fois par trajet. Il ne se passe tellement rien que ce micro-événement contient à lui seul tout le lore du jeu. Le titre n'est jamais sorti sur console comme prévu à l'époque, mais il a connu une nouvelle heure de gloire lors d'événements caritatifs. Pour l'avoir testé, l'absurde et la monotonie du jeu n'empêchent pas une certaine tension, justement dû au fait qu'on peut très vite se laisser endormir et manquer d'attention. Son absence d'intérêt et de but en font donc ici le charme. Je reviens un instant sur The Longing, car la toute première fois où j'ai lancé le jeu, j'ai joué une demi-heure avant d'abandonner. Je me doutais bien que le jeu avait des choses à offrir, car j'en avais entendu le plus grand bien, mais la radicalité de la proposition m'a fait un peu peur. Je me suis baladé et j'ai vu que les lieux avaient l'air vastes et que c'était lent, très lent. C'est seulement 2 semaines plus tard que j'ai eu l'idée de cartographier les lieux. Comme le jeu ne propose pas de map, j'y ai vu là un but à me fixer pour moi-même. L'exploration est ma mécanique préférée et je me suis donc lancé dans la capture méthodique de chaque écran de jeu. J'ai ensuite placé les images dans un tableau blanc virtuel en connectant les portes et les pièces entre elles. C'est comme ça que j'ai pu visiter chaque lieu sans rien omettre et que j'ai pu tomber sur les fameuses halles de l'éternité. En somme, j'ai dû me créer ma propre mécanique de cartographe pour trouver un sens à mon temps dans le jeu. En nous proposant un but si absurde que ce n'en est presque pas un, The Longing m'a forcé à m'investir à ma façon, en injectant ce que j'aime dans cette coquille faussement vide pour faire mienne l'expérience. Et j'ai adoré chaque seconde de mon temps passé là-bas. Il y a sur la scène indépendante certains jeux qu'on regroupe sous le vocable Alt Games, dans le sens alternatif. On y trouve tout type de jeux, mais c'est là qu'on pourrait classer un jeu absurde ou privé de logique apparente, mais qui dégagerait une ambiance particulière, comme une machine qui ne saurait pas à quoi elle sert. C'est parfois le cas dans ce que je surnomme les jeux musées, des walking simulators où l'on ne fait que se déplacer et regarder. L'exemple le plus fort selon moi est sans doute LSD Dream Emulator de l'artiste japonais Osamu Sato. Le titre, sorti sur la première PlayStation, nous propose d'évoluer dans des environnements pseudo-oniriques totalement vides, inspirés d'un journal des rêves tenu par Hiroko Nishikawa, une des membres de son équipe, dans lequel elle a consigné ses songes pendant plusieurs années. Il n'y a ici pas d'autre but que de se déplacer dans une simulation de rêve. Chacun d'entre eux est d'une durée maximale de 10 minutes. Le joueur commence chaque rêve dans un endroit différent et en fonction de son périple, il pourra accéder à différentes zones. Au fur et à mesure, les textures des rêves se modifient légèrement et il y a même une figure énigmatique qui apparaît parfois. S'il n'y a pas de but à proprement parler, c'est justement en retirant cet élément du game design qu'on se rapproche le plus des mécaniques du rêve. Jouant sur une autre forme d'étrange, j'ai vécu ma partie de No Players Online comme une forme d'expérience. Le titre du jeu ne fait pas mystère de son concept, puisqu'il vous place dans une arène multijoueur d'un jeu de tir de type capture de drapeau, sauf que comme son nom l'indique, aucun joueur ne semble en ligne. Et ce, sur aucun des serveurs auxquels le menu du jeu vous propose d'accéder. Au début, vous explorez l'arène un peu méfiant, gagné par une certaine dissonance, car les lieux dégagent une ambiance très liminale. Ce type de lieu, d'ordinaire très occupé, est désormais vidé de son essence, et il s'en dégage un malaise indicible. Vous capturez les drapeaux machinalement, mais cela semble presque vidé de son sens, puisqu'aucune résistance ne vous est opposée. Il y a aussi ce moment où le jeu vous pousse plus ou moins par ennui à tirer sur un vieux gramophone, qui joue sa musique dans le niveau. Ce faisant, la bande sonore s'arrête, et cela semble plonger les lieux dans une ambiance légèrement plus sinistre qu'elle ne l'était déjà. Et de façon presque attendue, une silhouette sombre commence à apparaître de façon subliminale, au coin de votre œil. J'ai tout de même continué, malgré ce stress nouveau, à chercher les drapeaux, en me raccrochant au fait qu'en terminant le jeu, je pourrais peut-être mettre fin à ce cauchemar.
Et alors que j'allais rapporter le dernier drapeau et finir enfin la partie, une ligne de dialogue apparaît soudain en bas de l'écran. C'est le développeur du jeu qui s'adresse à moi, catastrophé que quelqu'un se trouve sur son serveur, alors qu'il est censé être fermé. Il explique alors que la silhouette que j'ai vue n'est autre que l'esprit de sa défunte épouse, qu'il a réussi à garder ici. D'ailleurs, le gramophone que nous avons détruit était sa seule source de réconfort. Même si le développeur qui nous parle reconnaît que ce qu'il raconte doit être dur à croire, il nous implore littéralement de ne pas déposer le drapeau et de quitter le jeu. Sinon, il perdrait à jamais le lien avec sa femme. Et je lui ai obéi, et j'ai fermé le jeu pour ne plus le rouvrir. J'aurais très bien pu sauter sur l'occasion pour ramener le drapeau et voir ce qui se passerait si. Mais j'ai choisi d'accepter, et c'est finalement la première fois que fermer un jeu a eu autant de sens pour moi. C'est devenu un enjeu. Je reste donc certes avec une forme de frustration, puisque peut-être que le vrai jeu commence une fois qu'on commet cet interdit, mais il m'a offert le souvenir d'un moment de jeu émouvant et fort, au milieu d'une ruine inquiétante et solitaire. Et c'est en soustrayant les adversaires d'un jeu de combat que tout cela a été possible. Parmi les jeux qui m'ont fait me questionner sur la nature de ce que j'étais en train de vivre, How Fish is Made est dans le haut de la liste. C'est une expérience qu'on pourrait décrire comme un Dying Fish Simulator, un jeu de marche pour poissons mourants. On évolue dans une sorte d'usine abattoir gigantesque qui devient de plus en plus organique à mesure qu'on progresse. Après s'être entretenu avec une première créature, il nous faut choisir d'aller vers le haut ou le bas. On va croiser plusieurs poissons qui philosophent sur leurs conditions et tentent de nous influencer sur la direction à prendre. Mais c'est un jeu qui nous paraît très vite absurde, notamment grâce à une séquence de comédie musicale mettant en scène un parasite, et l'on comprend très vite que les choix qui nous sont proposés n'en sont pas véritablement. Il y a d'ailleurs un moment assez fort où l'on croise un poisson qui nous entraîne dans ses considérations existentielles. Sous ses airs humoristiques, le jeu parvient à nous parler de choses assez profondes, malgré ce dispositif glauque et absurde. Il y a même des moments assez difficiles, comme celui où l'on doit, pour avancer, écraser un autre poisson, qui nous supplie de le laisser en vie. Le jeu va connaître une suite, mais cette fois-ci le gameplay change totalement, pour reprendre celui d'un Katamari Damacy. Vous incarnez une boule de matière qui doit rouler sur différents débris pour les agréger et ainsi pouvoir progresser dans cette macabre usine. Le jeu a bien un début et une fin, et donc une sorte d'objectif, mais il y a une forme de désespoir comique et sinistre qui se dégage de cette expérience, et qui donne au jeu un aspect presque métaphysique. L'absence de sens ou l'absurdité d'un jeu peut aussi se retrouver dans les dialogues eux-mêmes, et c'est l'une des nombreuses curiosités du jeu Hylics. La première d'entre elles est tout simplement son mode de fabrication, puisque le jeu est fait en claymation. Les décors et les animations sont réalisés en modelage, puis ensuite pris en photo, animés et retraités de façon numérique, dans un style aux fins pixels légèrement dégradé, ce qui ajoute encore un charme à ce jeu fantastique. Sous ses airs de JRPG light, Hylics nous propose d'explorer un monde surréaliste aux couleurs pastel, mais aux personnages qui eux sont plus hauts en couleurs. Par leur apparence totalement unique d'abord, mais surtout par la façon dont ils s'expriment. En effet, le créateur du jeu a opté pour des dialogues générés aléatoirement. Il a créé un petit programme qui va piocher dans plusieurs listes de mots, d'adverbes ou d'adjectifs pour offrir des phrases qui, si elles sont grammaticalement exactes, ne font pas vraiment sens, et dont il se dégage un degré d'aléatoire et de poésie qui peut rappeler certaines expériences dadaïstes ou de l'Oulipo. Tout dans ce jeu, de sa direction artistique à son gameplay, vous conduit dans une forme de songe hallucinatoire. Cela implique que les dialogues ne sont d'aucune aide véritable pour avancer dans le jeu, alors même que vous vous y accrochez dans les premiers temps, puisque cet outre-monde vous est totalement étranger. Bien entendu, jamais le jeu ne vous avertit que ces mots sont pris au hasard, et beaucoup de joueurs se sont fait leur propre récit, en fonction de ce qui est sorti au gré de l'algorithme. Retirer donc le sens des phrases, voire même leur utilité en jeu, participe énormément à la bizarrerie qui se dégage du titre. Sachez d'ailleurs qu'il existe une suite tout aussi réussie. Il y a enfin une dernière catégorie qui s'inscrit dans cette famille de jeux dont le sens parfois nous échappe. Ce sont ceux qui n'ont pas de but véritable, sinon que de manipuler ou de contempler ce qui se passe à l'écran. On est ici presque plus proche du jouet que du jeu. Le jeu Summer House, sorti très récemment, vous propose de créer une maison en bord de ville, alors que le soleil baigne la Seine. Et c'est tout. On est ici sur une pratique proche de la maquette, qui n'a d'autre but que de se détendre en créant un petit diorama estival. On pourrait citer un grand nombre de titres, surtout si on s'aventure sur le site itch.io,
une plateforme où se retrouvent un grand nombre de développeurs indépendants. C'est le lieu de publication idéal pour toutes les personnes qui souhaitent explorer des concepts courts et étranges auxquels le médium permet de donner vie. Je pense par exemple à Droplets, une expérience qui tient presque de la relaxation. Vous pouvez simplement cliquer sur l'écran pour faire apparaître des ondes circulaires, comme celles que feraient des gouttes de pluie en tombant dans l'eau. Dès que vous cliquez, un son mystique et ample se déclenche. Très vite, vous comprenez que vous pouvez effectuer une sorte de chorégraphie visuelle et sonore. Les notes sont déjà harmonisées, donc il n'y a pas de fausses notes. La gamme de notes est assez atypique et vous emmène dans une sorte de transe légère, teintée de mélancolie. Peut-on encore appeler ça un jeu, puisqu'il n'y a ici ni but, ni fin? J'aimerais finir ici sur un jeu que je trouve formidable dans sa façon d'être très touchant, alors qu'il nous fait faire quelque chose qui peut être rébarbatif. Défaire des cartons et ranger leur contenu. C'est bien du jeu Unpacking qu'il s'agit, et je trouve que le titre excelle dans plusieurs domaines, notamment en réussissant à nous faire ressentir beaucoup avec très peu, et ce, au travers d'une activité pas forcément réputée pour son aspect ludique, à savoir de ranger les affaires de quelqu'un d'autre. Sur le papier, le jeu n'a pas l'air forcément amusant, mais quand tout se passe avec un pixel art aussi magnifique, on est déjà plus à l'écoute. Et dès les premières affaires qu'on déballe des cartons, on est très vite saisi par la puissance du propos et par la force simple du gameplay. En effet, certains objets ont une place précise et vous ne pourrez avancer dans le jeu que si vous les trouvez. D'autres placements semblent plus permissifs, comme c'est le cas pour les bibelots ou les tableaux au mur. L'objectif est ici d'identifier la logique de rangement des lieux. Et ce qui est frappant, c'est de voir apparaître notre conditionnement à cette logique. On se surprend très vite à tout ranger comme si on était chez nous. Alors qu'on déballe littéralement la vie d'une inconnue, on se regarde en fait nous-mêmes, et c'est déjà l'un des premiers tours de force. Mais là où le jeu est, je trouve, encore plus fort, c'est dans cette narration par l'objet, expression à prendre ici de façon littérale. Il est troublant de voir à quel point les objets qui nous accompagnent nous racontent. En déballant les premiers cartons, la protagoniste, qu'on ne voit jamais, est encore une enfant, à son style vestimentaire et à tous les objets de son âge. On l'installe ensuite dans un petit studio étudiant. À ce stade, certains objets ont survécu à l'épreuve du temps, mais d'autres ont été abandonnés en cours de route. Puis on la voit s'installer en couple dans un appartement déjà habité, et il nous faut trouver une place pour ces objets. Que dire alors de la tristesse qu'on ressent à voir peu après ces cartons revenir dans sa chambre d'enfant après la rupture? Plus tard, la joie de la voir s'installer dans un endroit à elle, et puis la découverte des cartons de sa nouvelle compagne, qui cette fois-ci, chez elle, s'installe. Et enfin, l'emménagement commun dans une grande maison, avec une chambre qui peut accueillir un nouvel arrivant, bouclant ainsi la boucle avec la première chambre d'enfant. Sous ces airs de petits jeux de rangement satisfaisants et mignons, je trouve qu'Unpacking raconte en fait quelque chose de plus mélancolique. En retirant les protagonistes du jeu pour ne laisser voir que les objets qu'ils entraînent dans leur sillage, on voit à quel point notre décor intime traduit une part de ce que l'on est. Par leur banalité, ces objets font apparaître l'aspect universel et absurde de l'expérience humaine, dès lors qu'on la regarde par le biais des possessions matérielles. Et pourtant, il se cache tant de sentiments et de vécus dans l'attachement qu'on leur porte. Sur une échelle de la maniabilité, on trouverait à l'une des extrémités un jeu parfaitement huilé dans ses mécaniques, avec des sensations gratifiantes en jeu et des contrôles qui répondent parfaitement. La maniabilité ne doit pas être un obstacle. D'ailleurs, bien que les développeurs se posent tous la question des commandes, de leur ergonomie et de leur placement, on offre quasiment toujours la possibilité de réattribuer les touches à notre convenance, pour coller au mieux à notre confort de jeu. C'est la plupart du temps pour le mieux, mais il est possible de volontairement s'éloigner de cet idéal pour diminuer la maniabilité. On peut ainsi chercher à dire quelque chose ou bien à provoquer certains sentiments. Ce procédé est souvent utilisé pour de courts effets contextuels, comme le fait de marcher de façon ralentie, dans un marais ou dans la neige, ou bien de voir son personnage immobilisé après s'être fait congeler. Même les survival horror, avec des caméras qui changent totalement d'angle d'une scène à l'autre, jouent de cette privation d'une maniabilité fluide. En l'occurrence, c'est ici pour nous déboussoler et pour mieux nous priver d'une visibilité salvatrice face à une menace potentielle. Il y a des jeux qui ont emmené plus loin cette idée en proposant volontairement une maniabilité incertaine ou ultra rigide. On pourrait citer le jeu Cave Crawler, qui vous propose d'explorer une cave avec un petit rover, à la recherche d'une personne disparue. Le module d'exploration est très rigide et lent, mais le jeu aurait été moins immersif s'il en avait été autrement. Je pense également à deux jeux courts assez proches dans leur proposition,
puisque les deux vous proposent d'évoluer dans une sorte de sous-marin primitif au cœur de fonds marins hostiles. Le premier est très connu et se nomme Iron Lung, et le second Rusty Barrel. Le premier offre un déplacement très rigide, qui vous oblige à mouvoir votre véhicule en estimant approximativement des coordonnées. L'affichage même de votre environnement extérieur s'apparente à une sorte de diaporama fixe. Mais c'est pourtant par cette maniabilité archaïque qu'on ressent toute notre fragilité et le côté sommaire de notre embarcation, d'autant plus qu'on évolue dans une zone effrayante. Rusty Barrel est quelque part plus classique, puisqu'on dirige son sous-marin en temps réel, mais il est si peu maniable qu'on ne cesse de se cogner et qu'on est en constante tension. On pourrait une nouvelle fois citer Outer Wilds pour son fragile vaisseau. Il est particulièrement peu maniable, et c'est un point qui m'a presque fait douter au départ, tant il peut être rude à prendre en main. Mais lorsqu'on regarde le vaisseau en lui-même, c'est en fait parfaitement cohérent. Je le réalise en l'écrivant, mais depuis ma toute première partie, j'ai toujours considéré ce vaisseau comme une cabane, ou comme s'il avait été construit par les Goonies. L'intérieur est en bois, il y a ce journal de bord cloué au mur. Tout dans ce véhicule a l'air artisanal, et la musique country mélancolique qui berce le jeu achève de confirmer ce sentiment de rêve et d'aventure qu'on peut avoir dans nos plus jeunes années, au moment où notre imaginaire se forge. On explore donc cette galaxie depuis le refuge d'un enfant qui rêve, et à ce titre, bien sûr, le choix d'une pétaudière difficile à manier et qui se brise au moindre choc est parfaitement sensé. Peut-être qu'une partie de l'émotion immense que s'est procuré ce titre tient dans ce moyen de locomotion totalement inattendu et brinque-ballant. Avec un vaisseau futuriste et parfaitement maniable, l'aventure n'aurait sans doute pas la même saveur. Ici, chaque vaisseau posé avec succès est un miracle. Et dans l'immense vertige que cache le jeu, ce vaisseau est notre espace sécurisé, un endroit qui fait office de cocon et qui vous rappelle sans cesse l'hostilité du dehors, à quel point votre aventure ne tient plus qu'à un fil. Mais le jeu dont la maniabilité m'a sans doute le plus ému est un jeu que j'ai fait très récemment, alors même qu'il m'attirait depuis longtemps. Il s'agit de Hockey Normal, un jeu qui porte très mal son nom puisqu'il est tout sauf ce qu'il prétend. Je n'en attendais pas moins de son créateur, dont on avait déjà parlé, et qui se nomme 98DMake. Sur sa chaîne YouTube, il s'amuse à recréer des jeux relativement récents, mais avec l'esthétique de la RPS 1. Mais ne connaissant que cet exercice virtuose de pastiche, j'ai été assez surpris du fond que cachait le jeu et de l'expérience que j'allais personnellement y trouver. Au premier abord, on ne perçoit d'ailleurs pas forcément sa profondeur. On déplace une statue au milieu de structures flottant dans le vide et on doit récupérer des pilules, des seringues et des parts de pizza. Il y a une esthétique Vaporwave dans les premiers niveaux et on saisit assez vite que le jeu parle de santé mentale. Sa façon de traiter la question est de plus en plus troublante à mesure qu'on avance dans le jeu. Certains niveaux deviennent subitement cauchemardesques, notamment un où vous êtes traqué par un gigantesque crâne flottant. Il y a même certains passages où la statue se retrouve dans un hôpital. Un niveau enfin a des allures de labyrinthe, et je m'y suis perdu si longtemps que j'ai obtenu un trophée récompensant cet échec. C'est seulement dans ce labyrinthe que j'ai réalisé que le jeu pouvait être passé en vue à la première personne, et j'ai enfin pu sortir de ce dédale. Ce que j'ai trouvé brillant dans le titre, c'est justement sa maniabilité très rigide et déroutante. C'est par elle que passe cette sensation d'être captif d'une prison chimique. On se sent enfermé dans cette statue dont le seul but est de récupérer des pilules en évitant de tomber dans le vide. Parfois, c'est le décor lui-même qui devient hallucinatoire et notre statue doit avancer malgré tout, dans cette géométrie contrariée. Encore une fois, il aurait pu faire le même jeu avec des commandes très maniables, mais on aurait perdu, je pense, la force de son propos, sans cette maniabilité incertaine qui traduit son ressenti. Finir le jeu, c'est accompagner cette statue qui cherche à s'évader du labyrinthe de dépression dans laquelle elle est prisonnière. Le nom du jeu, Hockey Normal, semble alors être une sorte de pensée auquel s'accroche le protagoniste, pour ne pas sombrer dans le néant. Il y a 1000 façons de créer l'apparence d'un jeu, mais on pourrait déjà distinguer ceux qui cherchent à imiter le réel et ceux qui se détachent de cette mimésis. Dans la première catégorie, on a souvent présenté le réalisme des graphismes comme une sorte de Graal, beaucoup de jeux en faisant même un argument marketing. Le réalisme et l'immersion sont des notions qui vont nous intéresser, mais plus encore leur contre-pied. Le jeu vidéo a souvent voulu nous offrir d'émuler une expérience qu'on ne pourrait pas faire aussi facilement dans le réel. Le but est à la fois la découverte, mais aussi et surtout l'immersion. Et pour une même situation de jeu, il existe tout un spectre lié au réalisme de l'expérience. Je ne parle pas ici seulement des graphismes, bien qu'ils aient leur rôle à jouer dans l'histoire, mais aussi de ce que vous êtes amené à faire concrètement.
Il y a certes une majorité de jeux irréalistes, mais certains autres nous proposent de nous faire vivre une expérience au plus proche du réel, quitte à se frotter à sa banalité. Par exemple, admettons que vous souhaitiez jouer un jeu qui mette en scène l'univers du métro. Tout au bout du rayon, dans l'idée d'une expérience crédible et immersive, on pourrait se tourner vers une simulation de métro. On évoluera dans un décor en 3D réaliste, en prenant la place d'un conducteur aux commandes d'un métro, puis qui contrôle les tickets et qui interviendra en cas d'avarie. Bref, tout ce qui pourra nous rapprocher au plus près de l'expérience réelle. Mais pour une expérience à la prémisse assez similaire, on trouve à l'autre bout du spectre un jeu comme Mini Metro. Et c'est là qu'une autre forme de soustraction se manifeste, et c'est tout simplement l'abstraction. Ici, votre soif de métro pourra être assouvie, mais d'une façon totalement différente, puisque votre tâche consiste à tracer des lignes de métro pour effectuer la jonction entre différentes stations qui apparaissent au fur et à mesure. L'esthétique est abstraite et minimaliste, et notre réalisme 3D d'avant disparaît pour laisser la place à une esthétique de plan de métro. Dans le jeu, les humains sont représentés par des petites formes basiques, ronds, triangles, carrés, et vous devrez affecter suffisamment de wagons et de locomotives, au nombre bien sûr limité, pour répondre aux besoins du trafic. Le but des deux jeux est assez similaire, faire fonctionner une ligne de métro. Mais les choix esthétiques et mécaniques de Mini Metro nous offrent un point de vue totalement différent, débarrassé de toute immersion liée au visuel. On cherche ici à pointer du doigt les mécaniques d'un réseau de voyageurs, en mettant au jour tout l'équilibre et la stratégie qu'il demande. De plus, le jeu s'est offert les services musicaux de Disaster Peace, qui signe ici une bande originale qui s'adapte à vos actions et qui participe à l'ambiance étrangement relaxante du titre. Mais si Mini Metro parvient à se détacher de toute forme de stress visuel lié à cet environnement, il nous met malgré tout face à des enjeux qui deviennent de plus en plus complexes et qui amènent une forme de tension contemplative assez unique. Si une simulation de métro réaliste ne m'attire pas particulièrement, Mini Metro avait réussi à me happer plusieurs heures à sa sortie, justement par son approche abstraite et minimaliste. J'ai eu un sentiment similaire avec le formidable Stacklands. C'est un jeu de gestion, de craft et de combat, mais qui se joue uniquement avec des cartes. Le jeu a presque des allures de prototype dont on testerait les mécaniques avant de faire appel à des illustrateurs. Et bizarrement, cette simplification à l'extrême n'enlève absolument rien au jeu, et m'a au contraire permis de moins me perdre qu'à mon habitude, dans ce type de jeu souvent très dense, puisqu'ils cherchent à émuler des villes ou des civilisations entières de façon convaincante. Le jeu possède une mécanique de booster qu'on peut acheter pour développer tel ou tel domaine. Sous ses airs très arides et abstraits, Stacklands met à nu les mécaniques de ce type de jeu en les rendant plus lisibles, mais aussi plus létales. Il vous faut nourrir constamment votre population, armer vos soldats pour faire face aux invasions de monstres et chercher à produire des ressources qui vous permettront de fabriquer des bâtiments. Rien que de très classique en somme, mais la mécanique de petites cartes, presque des tickets, nous pousse à devoir gérer de nouvelles problématiques, telles que la gestion du rangement et l'organisation des cartes, ou encore leur revente. Plus on avance, plus le jeu vous oblige à gérer la gestion elle-même. Je ne saurais trop dire pourquoi, mais Stacklands, en soustrayant le réalisme et l'esthétique de son jeu, a finalement mis en majesté les mécaniques enivrantes qui se cachent, parfois un peu trop, derrière ces jeux pourtant captivants. Dans ce même esprit, j'ai particulièrement aimé la proposition du jeu In Other Waters. C'est un peu le pendant abstrait d'un Subnautica, puisque les deux titres nous proposent une simulation d'exploration marine. Dans ce titre, vous incarnez une intelligence artificielle portant secours à une exobiologiste qui vient tout juste de poser le pied sur la planète Gliese 667c, une véritable exoplanète découverte dans notre univers. Vous commandez les paramètres de sa combinaison et de son matériel et vous choisissez ses déplacements. C'est donc vous qui lui permettez d'avancer et de collecter des échantillons sur cette planète inconnue, au cœur de nombreux fantasmes. L'originalité du jeu tient là encore à son minimalisme, puisque toute notre aventure est montrée depuis une carte filaire topographique. C'est donc à vous d'imaginer le relief de la planète et son apparence en regardant la carte et en écoutant ce que vous raconte la chercheuse dans l'intercom. Cette mise en place assez austère va être le théâtre d'un événement extraordinaire, puisque l'héroïne va découvrir, avec notre aide, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'existence d'une forme de vie extraterrestre. Nous montrer une telle découverte par un biais exclusivement topographique enlève certes une part de la magie, puisqu'on ne sait pas à quoi ressemblent ces aliens, mais cela met l'accent sur l'aspect intellectuel et émotionnel d'un tel événement. En termes d'émotion et de narration, c'est très efficace lors d'une exploration d'avoir le compte-rendu de quelqu'un sur place alors qu'on n'y est pas soi-même. On est suspendu à la moindre parole, on tente de se figurer ce qu'une autre personne découvre de ses propres yeux.
En jouant à In Other Waters, j'ai beaucoup pensé à ma scène préférée du film Abyss, celle où l'acteur Ed Harris descend dans les profondeurs insondées de l'océan sans véritable espoir de retour. L'équipage a les yeux rivés sur un écran où Harris envoie quelques messages qui se dégradent et se raréfient à mesure qu'il s'enfonce. Cette soustraction de la vision et de la présence même sur les lieux ajoute une part de mystère et de terreur à ce qui se produit in situ. Dans In Other Waters, il aurait été beaucoup moins original de jouer l'héroïne directement, et la distance est ici une forme de soustraction, mais qui rend les choses bizarrement encore plus prenantes. Il y a un dernier titre qui se trouve sur cette ligne de l'abstraction, mais par lequel j'ai souhaité finir, tant il est glaçant dans son concept. Sous ses airs minimalistes et graphiques, Defcon est un jeu assez sinistre qui vous place au cœur d'un conflit nucléaire avec la Russie. Vous devez placer des unités d'attaque et de défense sur des points stratégiques de la carte pour tenter de rivaliser avec le camp adverse, tout en prévenant ses attaques. Le jeu ne cherche pas à maquiller l'aspect concret des choses, puisque sur la carte se trouvent de vrais noms de villes et le nombre de victimes civiles s'affiche comme une donnée froide et inhumaine à chaque impact. Tout passe par des écrans de visualisation et de la data. On est dans un rapport très étrange qui consiste à participer à l'apocalypse, mais de façon totalement détachée, vidée de toute connexion avec le réel de ses actes. On assiste donc à la fin de l'humanité, mais sans voir le moindre humain. Il n'y a plus que des chiffres, des placements d'unités et de minuscules points qui suivent des courbes létales d'une capitale à l'autre. Beaucoup de jeux parlent de guerre, et même précisément de conflits nucléaires, et ils mettent généralement le tout en scène de la façon la plus cinématographique possible. Et dans ces titres, on vous invite le plus souvent à sauver le monde. Curieusement, Defcon est sans doute l'une des approches les plus terrifiantes que j'ai pu expérimenter, justement à cause de sa pure abstraction. Le dispositif du jeu rappelle fortement un film qui m'avait beaucoup marqué enfant. Je parle ici de War Games, un film qui raconte les mésaventures d'un jeune génie informatique qui déclenche un conflit nucléaire en pensant jouer à une simulation. Seulement la machine est maintenant en pilotage automatique et il faut trouver un moyen de l'arrêter pour éviter l'apocalypse atomique. Vu l'esthétique du film, nul doute qu'il fut une inspiration pour Defcon, mais j'en profite pour citer ici l'une de mes répliques préférées, proférée par l'intelligence artificielle qui commande les ogives. Elle discute avec son créateur et dit au sujet de la dissuasion nucléaire que c'est, je cite, un jeu étrange car le seul coup gagnant est de ne pas jouer. Les extrémités des rayons qu'on a vus jusqu'à présent sont tellement évidentes que c'est seulement lorsqu'on leur soustrait quelque chose qu'apparaissent des notions qui questionnent ce qui nous semblait évident. Prenons par exemple la question de la visibilité du monde dans lequel un jeu vous projette. Lorsque vous lancez un jeu, vous souhaitez généralement en prendre plein les yeux, ou tout du moins un minimum. Aussi, la plupart du temps, vous évoluerez dans un monde visible immédiatement dans lequel vous allez devoir vous déplacer et effectuer des actions en interaction avec ce même environnement. Dit comme ça, cette phrase semble évidente, mais si justement vous soustrayez cette visibilité au joueur, alors de nouveaux enjeux s'offrent à lui. On pense immédiatement aux mécaniques d'obscurité dans les jeux vidéo. Une de celles qui m'a le plus marqué est sans aucun doute celle de White Knight, un jeu d'enquête en noir et blanc rappelant la radicalité expressionniste du style de Sin City. Après un accident de la route, le protagoniste, aux allures de détective privé, cherche secours dans l'inquiétant manoir Vesper, une bâtisse abandonnée qui cache fantômes et autres secrets. Le jeu tourne autour de l'obscurité et des moyens de la faire momentanément disparaître. Vous devrez trouver des allumettes pour pouvoir évoluer dans la maison et vous chérirez le moindre interrupteur ou bien une simple bûche pour nourrir le feu de la cheminée. Le jeu est fantastique dans sa gestion d'une obscurité angoissante, mais laisse tout de même quelques traits de structure et autres indices pour que le joueur s'y retrouve. On est sans cesse déboussolé avec ce système de déplacement qui varie à chaque nouveau cadrage de la caméra, et quand votre allumette s'éteint, vous pouvez très vite être saisi d'une peur panique. Le jeu affirme son concept d'ombre et de lumière dès le début, puisque pour trouver la clé du manoir, vous devrez déplacer une statue qui obstrue la lumière de la lune pour révéler la présence du fameux sésame. J'aime énormément quand un jeu permet de tirer une esthétique à part entière à partir d'une idée de gameplay, et on peut dire que White Knight y parvient parfaitement. Puisque l'on parle de noir et blanc et d'esthétique, on peut sur ce point citer Limbo, célèbre jeu de plateforme en 2D suivant les aventures désespérées d'un petit garçon. Tout le premier plan du jeu est en ombre chinoise, ce qui fait qu'on ne voit que les formes dessinées par leurs contours, mais auxquelles on soustrait les détails et les couleurs. Seuls les décors d'arrière-plan nous sont révélés, permettant par là même de faire ressortir ce qui se joue au premier plan.
Le monde de Limbo est très sombre malgré son esthétique proche du livre pour enfants. Les différentes morts du personnage sont particulièrement brutales et cruelles, alors même que l'emphase est mise sur la fragilité du petit garçon qui cherche ce qui semble être sa sœur dans ce monde cauchemardesque. Il est fort probable que si le jeu avait été en couleur et qu'il avait tout révélé au grand jour, il n'aurait eu ni la même aura ni le même succès. Cacher l'horreur derrière une ombre joue un double coup. Cela rend le jeu plus grand public puisqu'on nous cache l'aspect sanglant, mais le rend peut-être encore plus horrible car notre cerveau reçoit malgré tout toute l'horreur d'une telle scène en reconstituant mentalement ce qui arrive au personnage. Cela donne au jeu une véritable esthétique dont la noirceur est ici sublimée par les ténèbres elles-mêmes. Il existe nombre de variations de cette mécanique de non-visibilité, et dans un genre résolument différent, j'ai trouvé la proposition de cadence assez intéressante. Dans ce jeu, l'éclairage de l'environnement est synchronisé avec les battements de cœur du personnage, comme si la lumière se propageait via l'onde sonore. Le stress est provoqué par le fait que ce soit ici un jeu de plateforme assez létal, dont vous ne voyez les pièges que par intermittence. Quant aux battements de cœur, ils ne sont pas parfaitement réguliers, et certains sauts sont très précis. Les plateformes bougent ou se brisent, et pour ajouter du challenge, les environnements sont assez criards, flirtant parfois avec l'abstrait. Vous devrez donc mémoriser le chemin tout en tentant d'imprimer le décor dans votre rétine pour essayer de continuer à vous situer dans l'espace une fois dans l'obscurité. Priver le joueur de la visibilité du décor regorge de mécaniques fascinantes qui peuvent donner des gameplays inattendus et des émotions en jeu très différentes. Si on a vu la disparition du décor par les ténèbres, on peut aussi jouer sur le blanc au lieu du noir et donc symboliser un vide plutôt qu'un monde plongé dans l'obscurité. C'est le cas du jeu Unfinished Swan. L'œuvre narre l'histoire d'un jeune garçon qui pleure la perte de sa mère, une artiste peintre connue pour n'avoir jamais terminé une seule de ses toiles. Autorisé à ne garder qu'une seule des œuvres de sa mère à l'orphelinat, le jeune garçon choisit une peinture à l'effigie d'un cygne. L'animal disparaît de la toile et le jeune homme se retrouve projeté dans un monde totalement blanc. En tout cas, en apparence, puisque le jeu ne vous propose qu'une seule action, celle de projeter de la peinture. Le décor se dévoile par la matière qui explose sur les volumes invisibles du jeu, et c'est ainsi qu'on doit trouver son chemin. Ici, c'est donc le monde autour de nous qui nous est retiré, et le jeu parvient à provoquer surprise et émerveillement à chaque jet d'encre. En soustrayant le décor, c'est donc sa simple apparition qui fait jeu. J'ai particulièrement aimé les moments où le titre nous permet de regarder en arrière, et qu'il nous donne à voir le relief des fragments de structure que nous avons fait apparaître. J'aime enfin la façon dont le gameplay résonne avec l'histoire elle-même, car en évoluant dans ce monde, nous ne peignons pas tout le décor, à l'instar de la mer dont nous cherchons désespérément le souvenir. Le jeu trahit assez vite son concept en nous révélant par la suite beaucoup plus de décors, mais le premier chapitre est un bijou formel et conceptuel très touchant. Cette technique employée dans Unfinished Swan est finalement assez proche de celle des jeux qui utilisent le principe de la technologie LiDAR, un système qui permet d'envoyer des signaux laser pour faire apparaître les volumes autour de nous par de minuscules points. Il y a plusieurs titres assez confidentiels à avoir utilisé ce procédé, mais il s'en dégage à chaque fois une angoisse diffuse liée à ce mode de révélation du décor. L'utilisation la plus logique de ce système dans une optique de gameplay est très certainement le sous-marin, et c'est ce qu'utilise le court jeu LiDAR. Aux manettes d'un petit submersible, vous évoluez dans une immense cave sous-marine aux proportions cyclopéennes et aux formes extraterrestres. Le jeu est majoritairement en noir et blanc, ce qui donne un aspect légèrement archaïque à notre exploration. On en voit sans cesse notre appareil rebondir dans l'obscurité pour révéler un monde dans lequel on se sent de plus en plus étranger. Il n'y a pas vraiment d'enjeu sinon celui de la découverte, mais le titre dégage une ambiance assez marquante dans sa simplicité. Mais des quelques jeux utilisant cette technologie, le plus notable est sans doute Scanner Sombre. Le jeu vous met dans la peau d'un spéléologue obsédé par une immense grotte souterraine antédiluvienne, qu'il décide d'explorer au péril de sa vie. Le jeu débute par une courte séquence dans sa tente, qui est ici faite en 3D classique, comme si le jeu nous montrait un état normal pour mieux nous plonger ensuite dans la plus épaisse obscurité. Dès l'instant où l'on sort de la tente, on expérimente très vite ce qu'apporte cette soustraction totale du décor. S'il avait été complètement éclairé, le jeu aurait offert un honnête simulateur de marche, mais il devient ici une plongée en apnée dans une obscurité dangereuse et angoissante. Dans un premier temps, votre ennemi n'est pas monstrueux, c'est le décor lui-même. Il faut vous repérer et suffisamment éclairer votre environnement pour éviter de chuter dans des crevasses sans fond.
Il n'y a pas véritablement de cinématique dans Scanner sombre. L'histoire se raconte par des petites lignes de texte qui apparaissent en haut à droite et qui relatent le monologue intérieur de l'explorateur. Elles suffisent à elles seules à nous mettre dans un certain malaise par ces petits feux qu'elles allument dans notre imagination. Mes amis et ma femme pensent que je suis devenu fou. Je devais savoir si les légendes disaient vrai. Je suis dans un endroit si profond que personne ne peut m'entendre appeler à l'aide. Personne n'est venu ici depuis des millénaires. La mécanique fantastique induite par ce gameplay réside dans le fait que vous pouvez évoluer à côté d'une menace sans la voir, qui ne sera révélée qu'au dernier moment, et seulement si vous éclairez sa position. Le jeu exploite dans ce cadre des trouvailles assez terrifiantes, comme lorsque vous éclairez une zone et qu'une silhouette humaine apparaît soudainement. Le personnage attribue ces glitches à une mauvaise calibration de son détecteur, mais on soupçonne évidemment qu'il dit cela pour se rassurer. Avec ce procédé, le jeu nous raconte son histoire en faisant apparaître dans certaines zones des sortes de fantômes du passé, comme ces mineurs qu'on voit en train de chuter dans un gouffre. Ce procédé possède donc une partie ludique, puisqu'il doit vous guider dans des séquences de plateformes plongées dans le noir, mais il a aussi une fonction narrative, ne serait-ce que dans les énigmatiques parties du décor qu'il vous révèle. Sans vous en dire plus, je vous laisse deviner l'effet qui se dégage par exemple d'une immense statue menaçante qu'on éclaire sans s'y attendre. Un autre élément qui rend cette exploration si unique est le sound design. Il est pour le coup parfaitement réaliste, ce qui vient constamment dissonner avec le visuel, qui lui ne découle pas d'une perception directe, mais bien d'une visualisation 3D dans l'espace des volumes qui vous entourent. Je trouve que ça crée un malaise supplémentaire car vos oreilles entendent le réel, mais votre œil n'en voit qu'une vision partielle et indirecte, ce qui vous insécurise encore plus. Il y a une trouvaille formelle liée partiellement au son que j'ai adoré. C'est ici de l'ordre du contre-pied, mais le jeu nous propose à un moment ce que je surnommerais un train fantôme inversé. Lors d'une brève séquence, vous devez monter dans une barque pour traverser un boyau rocheux partiellement immergé. Et alors que toute la musique du jeu tient plutôt du tapis sonore aux couleurs dark ambiante, une petite musique pop-folk fragile et aérée se fait entendre. Autour de vous se dévoile alors une section de la grotte où par quelques mystères géologiques, les plafonds semblent parsemés d'étoiles. Alors que vous évoluez dans les ténèbres et l'angoisse depuis le début du jeu, on nous offre ici une respiration véritable, autant visuelle que sonore, qui vient un instant nous arracher à ce poids invisible qui nous écrase dans ses profondeurs. Lorsqu'un train fantôme classique se termine, il nous ramène à un rassurant réel. Ici, c'est donc tout l'inverse qui se produit, puisque lorsque nous quittons la barque, nous subissons 2 fois plus l'anxiété qui nous attendait patiemment au dehors. Ainsi, nous offrir un instant de félicité et de paix dans un tunnel d'angoisse rend presque les choses encore plus cruelles. La dernière chose fantastique que permet le LiDAR, c'est de garder constamment tous les points que vous avez éclairés lors de votre périple. C'est à la fois pratique pour se repérer dans l'espace et ainsi évaluer sa progression ou bien la direction à suivre. Mais à l'inverse, plus il y a de points, plus vous risquez de vous perdre dans cette visualisation semi-transparente. Mention spéciale pour la carte 3D du jeu, qui est absolument superbe, et qui rappelle vaguement les cartes maquettes holographiques de Prometheus. Il y a d'autres titres qui ont exploité avec ce procédé un versant encore plus angoissant. Il y a le très court jeu LiDAR.exe ou encore le jeu d'horreur Infrared. Mais en matière de terreur, la palme revient très certainement à The Voidness, qui joue la carte du Survival Horror. Le LiDAR est ici inscrit dans le lore puisque c'est le seul dispositif qui permet de se mouvoir dans une dimension parallèle découverte lors de l'exploration d'une exoplanète. On est au départ sur une esthétique et un lore qui flirtent avec l'univers des SCP. Comme pour Scanner sombre, tout le début du jeu est dans une 3D assez classique, afin de nous apprendre les mécaniques d'infiltration, et une fois ceci fait, on est plongé dans ce monde parallèle qu'on nous a vendu comme extrêmement hostile. Nous plonger dans le noir total et nous priver de toute visibilité immédiate est en soi une invitation horrifique assez efficace. Mais explorer une zone au LiDAR, en sachant qu'une créature vous traque, ajoute une dose non négligeable d'adrénaline à l'aventure. Dans The Voidness, les points disparaissent peu après que vous les ayez éclairés, ce qui vous replonge sans cesse dans l'incertitude. D'autres jeux enfin utilisent le LiDAR pour son aspect esthétique et l'ambiance très particulière qu'il dégage. Je pense à LiDAR from Afar, ou bien encore à la démo de Godot LiDAR. Il y a une forme d'étrange et de poésie dans la révélation pourtant très froide et numérique de ces ténèbres qui soudain se dessinent sous nos yeux. Mais de toutes les propositions qui jouent sur cette soustraction du décor,
C'est sans aucun doute Memory of a Broken Dimension que j'ai trouvé la plus radicale et la moins facile d'accès. Dire que j'ai eu du mal à entrer dans le jeu est un euphémisme, puisque plusieurs fois, j'ai failli abandonner lors de l'introduction. En lançant le jeu, un écran s'affiche et vous devez pianoter des commandes pour pouvoir entrer dans le jeu. N'ayant aucune connaissance ni culture de la logique de programmation, j'ai d'abord tapé tout un tas de mots en anglais pour tenter d'entrer. Go, Enter, Play, j'essaye tout ce qui me passe par la tête et c'est par désespoir que j'écris finalement Help de façon assez irrationnelle. Et c'est pourtant ce qu'il fallait faire, car en entrant ce mot, le programme me propose plusieurs termes qui me semblent importants. Dir, CD, Dive, Void Scan. À chaque fois que je rentre un de ces mots, je vois bien que le programme réagit. Mais il va me falloir plus d'une heure pour finir par comprendre que je suis en fait aux commandes d'une sorte de satellite qui permet de traquer des dimensions. Il faut donc diriger votre antenne avec Dir, puis effectuer un scan de la zone et ensuite plonger avec Dive dans la zone identifiée. Et après avoir entré la bonne combinaison, je pénètre enfin dans les souvenirs de cette dimension que m'a promis le titre. Quant au terme broken, c'est-à-dire cassé, il n'est pas galvaudé, car l'endroit que nous venons de découvrir est totalement incompréhensible au premier abord. Vous êtes dans une pièce grise et vide, et lorsque vous en franchissez les parois, vous vous trouvez déboussolé, car parfois vous sortez par le mur opposé, un peu comme dans Portal, et d'autres fois, vous pénétrez dans d'autres salles. Ce système vous fait très vite perdre votre sens de l'orientation. Et bien que j'ai terminé le jeu, j'ai à chaque fois tâtonné pour avancer sans vraiment rien comprendre à la logique des lieux. Le gameplay, qui bien sûr ne vous est jamais expliqué, consiste à trouver de fins rectangles filaires cachés dans les lieux et presque invisibles, puis ensuite de regarder dans la direction vers laquelle pointent ces rectangles. Un peu comme dans une anamorphose, c'est-à-dire une image qui n'apparaît au spectateur que lorsqu'il se place à un endroit précis, vous verrez alors apparaître un bout de décor qu'il faudra alors fixer dans l'espace. Il y a de nombreuses portions à faire apparaître, et malgré son aspect très court et très restreint dans l'espace, le jeu est un véritable casse-tête, anxiogène et non-sensique, qui m'a absolument fasciné. Le premier ingrédient, c'est donc l'aspect sans concession. Aucune aide, aucun tutoriel d'aucune sorte, aucun gage donné aux instructions classiques de jeux vidéo. En tapant les lignes de code au début, j'ai vraiment ressenti des émotions particulières, presque réalistes, alors même que je ne rentrerai jamais dans une telle dimension. Ma suspension de l'incrédulité n'a jamais vraiment été trahie, et tout le fantasme que le concept du jeu m'a vendu a été respecté de bout en bout. Il y a aussi une esthétique formidable qui m'a rappelé Blame dans sa noirceur et son aura techno-archéologique. Le choix du noir et blanc, les glitches incessants et parfois bruitistes qui vous fatiguent la rétine sont exactement les signes que j'espérais d'une dimension virtuelle en train de mourir. La fin du jeu elle-même est austère et presque absurde, puisqu'une fois que vous avez réussi à rassembler toutes les portions de structure, vous finissez par atteindre le plafond, qui s'avère n'être autre que le sol, ce qui fait cracher la dimension, qui affiche alors un blue screen of death. Dans ce jeu, la soustraction du décor, le manque de repères, l'absence de toute aide et du moindre sens sont en fait des qualités, qui font que je me souviendrai longtemps de cette exploration pourtant très aride. Pour le dire en un mot, toutes ces soustractions sont si bien pensées qu'elles ont su faire naître en moi une forme de mystère. Deux autres jeux ont selon moi poussé le concept d'invisibilisation environnementale encore plus loin, puisqu'ils nous forcent à visualiser dans notre tête le monde qui nous est proposé. Le premier se nomme Stories Untold et nous offre 4 segments de jeux différents, situés quelque part entre le jeu d'énigmes et l'escape game. Mais c'est son premier chapitre, nommé The House Abandoned, qui va nous intéresser. Le contexte de jeu est assez particulier, puisque vous faites face à un vieil Amstrad posé sur un bureau dans lequel vous devrez simplement entrer des lignes de texte. L'histoire est simple, elle compte le retour d'une personne dans sa maison d'enfance aujourd'hui déserte. Sans vous en révéler plus sur l'intrigue de ce chapitre, c'est le gameplay qui sublime l'expérience. Pourtant, on revient pour moi à la source de mes premiers émois de jeux vidéo. Je me souviens avoir vu mes premiers jeux sur MO5, une sorte de clavier-console dans lequel on devait entrer des cassettes audio pour jouer. Le tout premier titre auquel j'ai joué était Meurtre sur l'Atlantique, et malgré quelques graphismes, j'en garde un souvenir principalement textuel, où l'imagination faisait la plus grande part du travail. Avec The House Abandoned, j'ai eu cette sensation de revenir à une forme d'archaïsme assez fascinant. En effet, une fois qu'un paragraphe vous racontant l'histoire s'est affiché, vous pouvez rentrer une courte phrase pour agir sur la situation, grâce à quelques verbes d'action, comme aller, entrer, ouvrir. Par exemple, le premier paragraphe évoque une boîte à gants. Et en tapant simplement « Ouvrir boîte à gants », le jeu vous permet d'y trouver les clés de la maison qui s'y trouvent. Mais là où ça devient fascinant, c'est qu'aucune image ne s'affiche,
ne vous laissant que le texte pour visualiser le lieu que vous allez explorer. Et cela fonctionne parfaitement. Cette soustraction du visuel vous donne ici l'impression d'explorer votre mémoire, de parcourir une zone qui se dessine dans votre tête. Et sans vous dire pourquoi, ce dispositif, pourtant basique, va vous mettre dans une angoisse très particulière. C'est un jeu parfait pour montrer comment on peut décupler l'angoisse avec très peu, en retirant justement ce qu'on nous montre habituellement, nous forçant à laisser le jeu entrer dans notre tête. Et lorsque c'est comme ici magistralement réalisé, c'est une approche qui marque pour longtemps, puisque vous avez été chercher vos propres souvenirs pour bâtir le visuel mental de cette exploration. Encore plus loin dans cette disparition du monde alentour, on pourrait enfin citer A Blind Legend. Conçu au départ comme un jeu d'aventure destiné aux personnes malvoyantes, A Blind Legend se donnait aussi un but de sensibilisation. Vous incarnez un chevalier aveugle qui cherche à retrouver sa femme. Il est guidé par sa fille qui lui indique les directions à suivre. Le son est spatialisé et aucun visuel ne s'affiche sur l'écran, sinon un brouillard constant. On en vient donc très naturellement à fermer les yeux pour tenter de s'immerger dans l'aventure, comme si en fermant les yeux, nous pouvions entendre mieux. Même si le jeu est un peu rigide dans ses déplacements, le travail sur le son et sur la spatialisation est très immersif, et le jeu parvient à nous faire vivre quelque chose de très différent, entre la frustration d'être privé de la vue et la fascination quant au nombre d'informations qu'on peut extraire de notre environnement sonore, et au-delà de ça, des histoires qu'on peut raconter de cette manière. Encore un cas, ici radical, d'un jeu qui par la soustraction d'un sens nous force à tenter de visualiser intérieurement un jeu. On pourrait conclure sur les tentatives moins extrêmes, mais tout aussi efficaces, qui jouent sur des formes de soustraction. Je pense par exemple à Shadow of the Colossus, qui, hormis bien sûr ces légendaires colosses à affronter, offre des zones de déplacement extrêmement mélancoliques et solitaires, dans lesquelles ne se manifeste presque aucune forme de vie. À part une faune très réduite et presque invisible, le jeu m'avait troublé par ce vide immense. J'avais le sentiment de jouer dans les ruines d'un RPG d'antan, qui aurait subi les outrages du temps, comme un urbex de fantaisie. Bien sûr, les colosses viennent relativiser mon propos, mais leurs apparitions sont mémorables justement parce que rien d'autre ne subsiste dans ce monde oublié. C'est le vide qui le parcourt qui donne la moitié de sa valeur à ce jeu et aux événements qui s'y déroulent. Quand dans un jeu, l'histoire vous est soustraite, cela permet d'user de moyens de narration alternatifs beaucoup plus immersifs, puisqu'il vous force à jouer en quelque sorte les enquêteurs pour tenter de décrypter le monde qui vous entoure. On parle ici de narration par l'objet et par l'environnement, des notions particulièrement mises en avant par les jeux From Software. Le lore comporte des trous qui ne seront jamais vraiment explicités. Les dialogues sont abstraits et pris en cours de route ou proférés par des PNJ déments, obsédés par une quête obscure sur laquelle ils s'expriment de façon cryptique. Ces trous laissés dans la raquette narrative font qu'essayer de reconstituer l'histoire de façon limpide tient tout à la fois du travail d'historien et de détective. Cette façon d'obscurcir le lore et de le morceler est une mécanique fascinante si elle est bien construite, car c'est pour moi l'une des clés de la profondeur d'un jeu, l'un des moteurs de l'implication à laquelle il vous invite. Le mystère naît souvent par soustraction, et en connaître plus sur l'histoire d'un monde fascinant qu'on parcourt et dont on ne sait rien est une motivation forte. Mais pour avoir cette envie de chercher chaque information d'un jeu, il faut que la prémisse de départ, en l'espèce le mystère de base qu'on nous invite à résoudre, soit très engageante, qu'elle nous invite à l'aventure. Retrouver les traces d'une civilisation disparue, comprendre ce qui a décimé tous les membres d'un navire, connaître la raison de la destruction du royaume qu'on arpente. Dans le cas d'Outer Wilds, en partant sur les traces des Nomai, vous devez littéralement parcourir la galaxie pour retrouver des lignes de dialogue qu'ont enregistrées ces anciens astronautes, afin de reconstituer le puzzle des événements qui ont conduit à leur disparition. Et ce n'est pas une mince affaire que de tout remettre en ordre et d'identifier tous les protagonistes, surtout qu'on vous laisse dès le départ explorer le jeu dans le sens et dans l'ordre que vous voulez. C'est donc aussi quelque part un jeu textuel et un jeu de puzzle, car ce lore morcelé est au cœur de la mécanique. Ce n'est pas l'histoire qui encadre l'action, mais bien nos actions qui nous révèlent l'histoire. Et en cela, le jeu saura vous récompenser, parce qu'une fois que vous avez compris ce qu'il est advenu des Nomai, alors vous êtes saisi d'un vertige et d'une émotion qui sublime toute votre aventure. À lire ainsi fond et forme est extrêmement dur, et quand vous y parvenez, vous arrivez à marquer durablement la mémoire des personnes qui auront été au bout de l'histoire. C'est un peu la même intention avec Return of the Obra Dinn. La mise en situation est très différente, puisque vous incarnez ici un expert en assurance qui, en 1807, doit comprendre la suite de drames et d'événements expliquant la mort des nombreux membres d'équipage.
Avec un carnet de bord envoyé par un mystérieux donateur, vous allez devoir remettre un nom sur chacun des personnages représentés dans le livre et identifier les circonstances de leur trépas. À partir d'un bateau d'abord vide, vous devrez remonter le fil des événements grâce à une montre à gousset qui permet de revivre les quelques secondes avant chaque drame, lors d'une scène où tout est figé dans le temps, comme si le réel était sur pause et que vous pouviez tourner autour de la scène. Il faut parvenir à glaner des éléments et des indices qui, par déduction, vous permettront peut-être d'identifier une victime. Toute la mécanique consiste donc à recréer une histoire en enquêtant avec le regard méticuleux et terre-à-terre d'un expert en assurance. Encore un jeu qui vous force à suivre son histoire, puisqu'elle est le tissu même du gameplay. Dans ces titres, une des satisfactions réside dans ce sentiment d'accomplissement qui se décuple à mesure que vous commencez à rassembler les pièces du puzzle, que la grande image, d'abord éparpillée, se reconstitue. C'est la connaissance qui devient récompense, et je trouve que ces jeux rendent hommage au formidable moteur ludique qu'est une enquête. Dans le monde réel, elle existe souvent pour résoudre des drames, donc le terme d'amusement ne convient pas. Mais il y a une dimension d'énigme et de puzzle dans tout travail d'enquête, et cela offre une satisfaction immense pour quiconque parvient à démêler le fil des apparences. On peut reprendre l'image de l'anamorphose pour en faire ici une sorte d'allégorie. Résoudre une enquête, c'est réussir à retrouver le point de vue d'origine à partir duquel une image a été fabriquée. C'est littéralement ce que met en scène le thriller Anamorphe, où un tueur compose des scènes de crime aussi esthétiques que macabres, qui n'apparaissent que lorsqu'on adopte un point de vue précisément situé dans l'espace. Un jeu qui éparpille ou vous dissimule son lore vous montre en quelque sorte une anamorphose depuis le mauvais point de vue. Et il doit dans ce désordre vous donner envie de reconstituer la scène originelle, car il y a là la promesse d'une forme de connaissance et de beauté. Dans une thématique connexe à celle du lore d'un jeu se pose la question du langage. C'est parfois une barrière involontaire qui peut vous empêcher de tester un jeu. J'ai beau aimer et relativement bien comprendre l'anglais, j'ai très vite un barrage dès que la langue devient un peu soutenue ou littéraire. J'ai comme beaucoup attendu que la traduction française de Disco Elysium sorte pour acheter le jeu, tant il est basé sur la narration et tant celle-ci est recherchée. Mais d'autres fois, sans traduction, cela m'empêche carrément d'acheter le jeu. C'est extrêmement frustrant de comprendre un mot sur deux dans des titres aussi narratifs. C'est notamment le cas pour les deux jeux d'exploration Lovecraftien que sont Sunless Sea et Sunless Skies, qui ont pourtant l'air magnifiques. Mais il faut bien avouer que devoir se reporter sans cesse à un dictionnaire pour comprendre ce qui se trame peut casser l'immersion. Il y a pourtant des jeux qui ont inclus dans leur structure un gameplay qui joue d'une façon ou d'une autre avec le langage. En tentant de lister les jeux auxquels j'ai joué qui auraient pu utiliser une part de cette mécanique, mes parties de Journey me sont immédiatement revenues en tête. Je me souvenais vaguement qu'on pouvait croiser d'autres voyageurs de façon aléatoire, mais aussi qu'en appuyant sur une touche, on pouvait déclencher un son, ainsi qu'un symbole lumineux. Avec ce simple outil, on devait tenter de communiquer avec ses compagnons lors de ces rencontres impromptues. Il y avait là une sorte de magie et une interaction assez unique, puisqu'elle ne passait pas par les mots, mais par les mouvements et le son. Et curieusement, un lien assez étrange se créait. Croiser quelqu'un dans ce monde désertique parcouru de ruines étranges donnait l'impression de ne plus être seul au monde. Petite parenthèse ici pour vous conseiller la vidéo de The Escapist, où il retourne jouer à Journey en 2020, le jeu étant sorti 8 ans plus tôt. La probabilité de rencontrer un joueur était donc plus que faible. Je vous invite à regarder sa vidéo qui traduit parfaitement la gamme de sentiments par lesquels on passe dans ce genre de dispositif. Alors qu'il était en train d'enregistrer une partie pour illustrer une vidéo, The Escapist va voir son sujet s'imposer à lui. Comme il le dit, il ne voulait pas particulièrement parler du multijoueur à la base, mais seulement de son amour pour le jeu. Et lorsqu'il va croiser ce compagnon de fortune, il va vivre des émotions si fortes qu'il va choisir d'en faire le cœur de sa vidéo. À l'époque, le fonctionnement du multijoueur n'était pas expliqué, et ce sont les joueurs qui ont dû comprendre toute la finesse de ces mécaniques. Par exemple, si on s'éloigne trop de son compagnon, on peut perdre à jamais la connexion. A l'inverse, si on s'en approche, on peut charger mutuellement les écharpes magiques de nos avatars. Mais au-delà de tout ça, ce qui faisait le sel de ces rencontres, c'est véritablement le langage non-verbal, ou disons la communication comportementale. Parfois, vous pouviez croiser un individu qui ne vous calculait pas et qui avançait dans le jeu, quand d'autres étaient beaucoup plus attentionnés et vous conduisaient vers la suite de l'aventure. S'ils appuient frénétiquement sur le bouton du son en tournoyant sur eux-mêmes, c'est sans doute qu'ils cherchent à attirer notre attention sur un point d'intérêt. En soustrayant les mots et la parole, on permet un nouveau type d'interaction qui crée une sorte de lien d'autant plus fort qu'il est fragile et éphémère. Un mot à ce propos sur la saga des Souls. Je sais que c'est une thématique rarement abordée, mais j'ai fait quasiment tous les Souls en coop, en appelant des joueurs grâce au système d'invocation. Cette mécanique vous permet de faire venir un étranger dans votre partie pour venir vous aider.
Cela certes m'a beaucoup servi à franchir des boss qui m'auraient fait abandonner le jeu, mais ce que je préférais avec ce système, c'est le fait qu'on ne puisse pas se parler. Les seuls moyens de communiquer sont d'abord corporels, comme dans Journey. Personnellement, j'aime tourner frénétiquement autour d'un joueur après qu'un boss soit terrassé, dans une sorte de transe de la joie. Quand d'autres lèvent et baissent leur bouclier de manière syncopée pour exprimer leur allégresse ou leur impatience d'en découdre. Mais en plus de cela, il y a aussi les emotes, des gestes scriptés que vous pouvez faire effectuer à votre personnage. La plus utile est sans doute celle qui sert à pointer du doigt, puisqu'elle permet d'indiquer aux autres joueurs un emplacement ou une direction. J'ai croisé des alliés éphémères qui m'ont patiemment servi de guide, attirant mon attention sur le moindre passage secret, cherchant à ce que je ne loupe rien de ce monde mystérieux et labyrinthique. On doit trouver des moyens de se comprendre dans un environnement hyper hostile et labyrinthique, et ces moments d'entraide à base de communication non verbale sont parmi ceux qui m'ont marqué le plus. Je vous avais dit que nous reparlerions de Tunic et de son livret, et parmi les choses qui constituent son charme, il y a le fait qu'une grande partie du texte qu'on y trouve soit rédigé dans une langue inconnue. C'est d'abord utilisé pour une soustraction de la compréhension et pour enflammer notre imaginaire. Par exemple, dès la page 3, on trouve un long texte qui semble introduire le lore, mais seulement quelques mots sont traduits en anglais. Vous n'avez que 10 pièces dans un puzzle qui en comprend 200. De même, la majorité du tutoriel est dans cette langue inconnue. Mais grâce à des dessins ou des symboles, vous pouvez toujours plus ou moins en déduire le sens. Et si ça rend très bien dans Tunic, imaginez un instant un jeu où ce concept serait poussé jusqu'au bout. Et ce miracle s'est produit récemment à la sortie de Chains of Sennar. Avant même d'explorer son concept, un mot tout de même sur sa fabuleuse direction artistique. J'ai eu en le parcourant des réminiscences de plusieurs jeux que j'avais adorés. Tout d'abord Monument Valley, le titre aux accents écheriens dont on retrouve ici le goût pour les citadelles paisibles et colossales aux volumes anguleux. On retrouve aussi une ambiance de vertige architectural qu'on pouvait trouver dans l'excellent Manifold's Garden, avec ses tons pastels et ses puzzles fantastiques. Et quant à l'éléphant dans la pièce, il est difficile de ne pas voir dans la direction artistique du jeu un hommage appuyé à l'art de Moebius. Il vient s'asseoir à côté de l'excellent Sable, qui rendait un hommage sans doute encore plus appuyé à cette légende de l'imaginaire. Enfin, une des références qui m'est venue plus tardivement est celle de Tron, notamment lorsque l'on avance un peu dans le jeu dans la zone des guerriers. Je pense bien sûr au film de 1982, ce qui en y repensant est assez logique, puisque c'est Moebius, là encore, qui a créé une bonne partie des décors et des costumes du film. Nous avons donc un jeu visuellement magnifique, mais là ne réside pourtant pas toute l'originalité du titre. En effet, le jeu vous place dans la peau d'un étranger qui pénètre dans une impressionnante citadelle qui grimpe jusqu'aux cieux. L'unique problème, c'est que vous ne comprenez pas un traître mot à ce que vous racontent les autochtones, et que les symboles affichés ça et là sont pour vous indéchiffrables. Ainsi, dès qu'un nouveau symbole apparaît, dans un dialogue ou sur un mur, vous allez essayer de déduire, par l'environnement et les actions des personnages qui vous entourent, leur sens. Vous avez un carnet de recherche qui vous sert de glossaire, où de nouvelles pages vont s'ajouter à mesure que vous découvrez des symboles. Vous allez devoir tenter de réattribuer les images aux actions qui leur correspondent. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir à quel point cette idée de nous avoir privés de toute compréhension rend le jeu incroyable. Vous devenez malgré vous un enquêteur linguistique, une sorte de Champollion chargé de déchiffrer les hiéroglyphes de ce nouveau monde. C'est donc là encore une soustraction qui donne toute son originalité au titre. Chains of Sennar m'a offert des moments de joie intense et d'illumination certaine, car chaque nouveau symbole déchiffré m'offrait une part de l'histoire elle-même et des enjeux qui me semblaient obscurs jusque-là. L'une des dernières choses que j'ai adorées, c'est la possibilité dans le carnet de pouvoir écrire des mots provisoires pour décrire chaque symbole. J'avais l'impression d'avoir mon propre carnet de notes, dans lequel je pouvais inscrire mes théories et les parfaire peu à peu. C'est une façon simple et très efficace de donner au joueur l'impression qu'il s'approprie l'outil qu'on lui donne. Toutes les personnes passionnées de langues anciennes ou de traduction seront sans doute heureuses de voir qu'un jeu parvienne à ce point à montrer toute la magie qui se cache dans le décryptage de symboles oubliés. En découvrant la langue par soi-même, on devient presque un membre de ce monde. On a l'impression qu'il s'est révélé à nous à mesure que notre savoir a grandi. Nous arrivons bientôt à la fin de cette exploration, mais sachez qu'il existe bien d'autres rayons sur lesquels nous aurions pu nous promener. Je redis à nouveau que cette classification est très personnelle, elle est sans doute pleine de biais et d'angles morts, mais elle m'a en tout cas permis de mettre le doigt et des mots sur une façon de créer à laquelle j'étais sensible sans le savoir. Si j'ai un penchant certain pour les œuvres dantesques, débordantes ou saturées, j'ai au moins autant d'amour pour celles qui livrent peu, mais qui misent tout sur la force et l'étrangeté de ce qu'elles offrent.
Juste avant de se quitter, je voudrais me livrer à une sorte de séance de travaux pratiques pour imaginer un jeu que j'ai eu en tête en écrivant cette vidéo. C'est un jeu qui n'est ni faisable ni raisonnable, mais cela montre certaines choses qu'on pourrait tenter sous d'autres formes, et qui tournent autour de beaucoup de paramètres qu'on a abordés plus tôt. Certains titres et idées m'ont inspiré de près ou de loin. Il y a d'abord le jeu Keep Talking and Nobody Explodes. Je pense que l'idée du jeu est née à cause de ce trope de film d'action très répandu, où un quidam se trouve devant une bombe sur le point d'exploser, alors qu'un démineur au téléphone lui pose plein de questions pour l'aider à désamorcer l'engin. Faut-il couper le fil bleu ou le fil vert ? C'est exactement ce que propose le titre, qui propose un gameplay plus ou moins asymétrique. Un joueur se pose devant un écran, qu'il est le seul à voir, quand le reste de l'équipe compulse une sorte de formulaire qui contient tous les protocoles de déminage. Le joueur devant l'écran a un temps limité pour décrire précisément ce qu'il voit, afin que les détenteurs du guide puissent lui dire quelles actions réaliser. La seconde chose qui m'a inspiré n'est autre que Moshe Link, un créateur féru de walking simulator brutaliste fascinant. Pendant un temps, il ne donnait accès à ces jeux que si on lui en faisait la demande par mail. Il n'était donc pas directement accessible. Enfin, la dernière partie de mon idée m'est venue de la grotte espagnole d'Altamira, qui à cause de sa fragilité n'autorisait que 30 visiteurs par jour. Il existe donc une liste d'attente immense pour espérer y accéder, et vous devez attendre plusieurs années pour espérer être appelé à la visiter. Toutes ces idées se sont imbriquées dans ma tête, et mon idée de jeu est la suivante. Imaginez un studio qui développe, mettons, une sorte de jeu d'exploration plein de secrets et de mystères, avec des monstres, des pièges, mais aussi une histoire cryptique et fascinante. Le genre de jeu qui donne envie d'en explorer les moindres recoins à longueur de forums et de vidéothéories. Seulement voilà, il y a plusieurs twists. Le premier n'est pas négligeable, puisque le jeu n'autorise qu'une seule personne dans le monde à la fois, et pour un temps limité, disons 1 heure. Il faudrait donc imaginer une liste d'attente sur laquelle s'inscrire, et qui nous donnerait une date et 1 heure à laquelle se rendre disponible. Le fait de jouer deviendrait pour l'élu un événement qu'il peut voir venir, et auquel il pourrait éventuellement se préparer, pour utiliser au mieux le peu de temps qu'il aura à l'intérieur. L'autre twist de taille, c'est que lors de votre séance de jeu, vous ne pourrez faire aucune capture de ce que vous voyez à l'écran. Vous n'aurez droit qu'à vos souvenirs. Pour faire ça et empêcher la triche, le mieux serait qu'une équipe de gens mystérieux, pourquoi pas type Men in Black, sonne chez vous à la date et l'heure convenue et vous apporte le jeu directement. Elle s'assurera qu'aucune photo ou capture n'est faite et repartira avec le jeu. Problème, les joueurs vont arriver en pleine partie sans rien savoir de l'histoire ou du gameplay. Et c'est là qu'arrive le dernier point. En parallèle du jeu, il faudra imaginer un forum où chaque joueur qui a eu la chance de pénétrer dans ce monde pourra partager, ou non, son expérience. Ainsi, ce que le grand public ne verrait du jeu ne serait que des croquis ou des versions d'artistes, basés sur les récits forcément imparfaits de voyageurs ayant pu explorer une dimension unique et rarissime. Il y aurait donc un véritable rôle à jouer pour le public, qui pourrait demander aux voyageurs de décrire ce qu'ils ont vu, pour comprendre le monde, pour en faire des cartes, pour créer des arbres généalogiques tentant d'organiser les personnages croisés en jeu. La communauté de non-joueuses pourrait donc tenter d'apporter son aide et ses conseils. Les joueurs qui s'apprêtent à entrer pourraient en savoir un maximum et peut-être même tenter de répondre à des questions précises, guidés par la frustration et la fascination d'une majorité qui ne verrait rien de l'intérieur du jeu. D'ailleurs, imaginez qu'un joueur revienne et décide de mentir ou de jouer avec l'audience. Il faudra en plus des enquêteurs pour démêler le faux du vrai. Le jeu en question deviendrait donc une sorte d'expédition que le monde entier regarderait et où chacun tenterait de participer comme il peut à la compréhension d'un monde intrigant et partiellement inaccessible. Si j'ai choisi en titre de ce vidéogramme la notion d'art de la soustraction, c'est parce qu'il ne suffit pas d'enlever un paramètre pour que tout devienne intéressant. Pour que les gens aient envie de chercher ce qui manque, il faut leur faire croire que la partie manquante est précieuse et capitale, qu'elle contient une forme de trésor. C'est tout ce qu'on montre autour qui donne de la valeur à ce qui a disparu. Une part manquante crée une contreforme et elle peut devenir source de fascination. Aussi, à toutes les personnes qui m'écoutent et qui souhaitent un jour créer un univers, j'espère que ce voyage vous aura donné envie d'accorder autant d'importance à ce que vous montrez au public qu'à ceux qu'avec malice, vous saurez lui soustraire.